présidé par Dominique Gétret, qui est ici à mes côtés, qui nous fera l'amitié d'introduire également notre rencontre, et également le Cercle Afrique des alumni de Sciences Po, qui est présidé par Mélissa Kérim Dikeni, qui, hélas, n'a pas pu se joindre à nous ce soir pour des raisons d'agenda. L'élément déclencheur de cette rencontre d'aujourd'hui a été la publication de ce livre. Ce livre, dont le titre est Fundamental of Market Access for Pharmaceutical, a été publié en décembre dernier et il est coécrit par Annie Chicoy, qui sera l'animatrice de cette soirée, et Éric Bouteiller, qui est présent également et qui sera un de nos intervenants et qui nous parlera des problématiques naturellement spécifiques à l'Asie. Annie Chicoy, qui donc a été l'initiative, comme je disais, de cette soirée, est enseignante à Sciences Po, est également enseignante à la China Europe International Business School de Shanghai. Également, elle est membre du bureau du groupe santé des alumni et ancienne présidente de notre groupe santé. Éric Bouteiller, également professeur associé à la China Europe International Business School, mais Annie le présentera plus longuement tout à l'heure. Je voulais remercier également nos intervenants, nos autres intervenants qui nous ont fait l'amitié de venir ce soir, le docteur Jérôme Weinbach, Olivier Charmel et Benoît Miribel. Annie également les présentera plus longuement tout à l'heure. Je ne les présente pas davantage et je passe la parole à Dominique Gétret, président du Cercle Asie, qui vous dira également un petit mot d'introduction. Bonsoir à tous. Mais je vais être très bref parce que tu as déjà dit l'essentiel, mais nous nous réjouissons au Cercle Asie qu'en plus d'une question sociale qui est l'accès aux médicaments, on intègre dorénavant la dimension géopolitique qu'on a bien vue au moment du Covid ou qu'on a vu là encore récemment lors de la session d'une activité de Sanofi en France. On a vu derrière tout ce qu'il y a comme implication géostratégique aujourd'hui dans le médicament, qui est devenu, dans le contexte international que vous connaissez tous aujourd'hui, et en plus, encore plus en Asie, quelque chose, on va dire, d'explosif, sans mauvais jeu de mots. Donc, mes remerciements vont d'abord au groupe santé qui a eu l'excellente idée, effectivement, de monter cet événement et de nous y inviter. À Sciences Po Alumni qui nous a fourni les moyens logistiques et qui est toujours là pour relancer et gérer les invitations. Et puis à vous tous, intervenants, et à vous tous qui avez eu l'amabilité, je reconnais certains visages ici, qui avaient eu l'amabilité, la gentillesse de trouver notre sujet intéressant. Voilà, très bonne conférence à tous. Merci Dominique. Je vais passer la parole à Annie. C'est Christophe. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je vais demander à mes 4 panélistes de venir s'installer. Vous voulez bien intervenir à la table ronde. Il faut juste que je récupère Michel. Donc, je vais faire quelques mots d'introduction du sujet et nous allons très rapidement et introduire nos intervenants comme l'a dit Christophe, très rapidement sauter sur le vif du sujet. Nous savons tous qu'il y a des disparités dans le monde d'accès aux médicaments, qui est quand même un produit essentiel, ne l'oublions pas, et que ces disparités sont liées à la richesse des pays, aux infrastructures réglementaires de distribution et évidemment au système de santé et de couverture sociale et de capacité à vivre, mais aussi, et de plus en plus, au contexte politique, voire aux leaders ou aux croyances de leaders dans certains pays, comme on a pu le voir à l'occasion du Covid-19. Alors, pour les maladies infectieuses, et maintenant, je sais qu'il y a des programmes qui se mettent en place pour le diabète ou les cancers, des programmes internationaux se sont mis en place au tournant du millénaire, en fait. Tout ça a été lancé dans les objectifs du millénaire, il y a à peu près 3 décennies, pour comment dire, gérer la question d'abord des maladies infectieuses, on reviendra peut-être dessus,
et pour soutenir des pays ciblés, soit en raison de leur pauvreté, soit des pays en transition. Et ces aides qui ont boosté quand même l'accès aux médicaments, certains médicaments en tout cas dans beaucoup de pays, se sont appuyées sur des aides publiques, nationales ou internationales, et beaucoup de partenariats publics-privés, voire aussi sur effectivement quelques initiatives de laboratoires dont Sanofi est un brillant présentant. Alors nous savons tous que la crise du Covid-19 a exacerbé ces inégalités. On sait que le programme COVAX, qui était soutenu par l'OMS, a été un mi-succès et un mi-échec dans certaines parties du monde. La prise de conscience, je pense à l'Amérique du Sud par exemple, de la nécessité d'avoir des infrastructures réglementaires et des capacités de production au niveau régional est apparue. Et la question clé, c'est comment crée-t-on les conditions favorables. Il y a des outils, hein, on ne va pas les exposer aujourd'hui en détail, pour que certaines parties du monde acquièrent une relative autonomie dans leur approvisionnement de médicaments essentiels. Alors, nous avons souhaité intégrer cette réflexion dans une perspective plus large, qui est celle de la santé globale. Pourquoi? Parce que bon, le médicament, c'est un des éléments de la chaîne de soins, même s'il peut être essentiel. Il y a d'autres produits de santé qui sont aussi dans la chaîne de soins. Mais il ne s'adresse pas nécessairement, à part les vaccins primaires, évidemment, aux facteurs environnementaux, la nutrition, la pollution, etc. Bon, je ne vais pas, vous voyez tous à quoi je fais allusion, voire aux questions du mésusage. Et nous savons que le mésusage du médicament, par exemple les antibiotiques, peuvent poser beaucoup de problèmes, qui fait partie des questions de RANES, mais on va élargir le débat. Alors, en dehors du contexte international actuel, on a pu observer dans les 3 décennies précédentes une forte évolution, et on a appelé ça un peu la tectonique des plaques, on va dire, du rôle des différents blocs dans le monde sur le médicament. Les États-Unis se sont renforcés en tant que leader de l'innovation. L'Europe a perdu, non pas pied, mais a perdu sa dynamique qu'elle avait encore dans les années 90. Hein, je crois qu'il faut bien le souligner. La Chine et l'Inde se sont positionnés très clairement en tant que producteurs de principes actifs, de composants, etc., et assurent aujourd'hui plus de 55% de l'information de la fourniture de ces éléments essentiels, surtout pour les génériques. Hein. Et la Chine se positionne, et Eric Boutique reviendra là-dessus, se positionne aujourd'hui en tant qu'innovateur. Et l'Europe, malgré son système social, malgré l'Europe se trouve dans une situation où finalement l'accès aux médicaments, et en particulier aux médicaments innovants, n'est pas forcément satisfaisant dans tous les pays d'Europe. Et nous savons que nous avons une dépendance qui s'accroît en termes d'approvisionnement et d'autonomie, on va dire, sur le médicament. Alors ça, c'est des éléments de fond qui se sont produits dans les 3 dernières décennies. Mais aujourd'hui, on est dans un contexte très étonnant, peut-être pas complètement inattendu, mais ce qui était inattendu, c'est la brutalité avec laquelle la politique américaine change. Retrait de l'OMS, démantèlement de USAID et partant des programmes, y compris d'accès aux antirétroviraux en Afrique. Donc c'est extrêmement brutal. Et une politique tarifaire dont on n'arrive pas encore à anticiper les impacts, mais qui fait effectivement très peur d'une manière générale. Voilà, donc, alors justement, à profiter de la richesse de notre panel pour aborder ces aspects-là. Nous aurons 1 heure d'intervention, débat, et après 1 demi-heure de questions-réponses avec la salle. On va s'y tenir.
Alors, je vais d'abord présenter le docteur Ramba. Vous êtes un scientifique, docteur en microbiologie, ingénieur en biotechnologie. Vous avez piloté un certain nombre de projets de partenariat de recherche et vous vous êtes formé aussi aux aspects de politique publique européenne, en particulier à l'ENA, enfin maintenant on dit l'INSP. Votre situation actuelle est délégué adjoint aux affaires européennes et internationales du ministère social français, qui évidemment inclut le ministère de la Santé et de l'accès aux soins. Ça, c'est le côté, je veux dire, politique publique française. Et nous avons aussi le côté industrie avec le leader et Sanofi, c'est Olivier Charmel qui nous fait l'amitié d'être là. HEC et Sciences Po, merci camarade. Il a même été maître de conférence à Sciences Po pendant quelques années. Et Olivier est chez Sanofi depuis 1994. Vous avez pu travailler avec Jean-François Dehaene, ça a dû être quelque chose, ça. Et vous êtes vice-président exécutif de médecine générale, membre du conseil exécutif. Vous avez une expérience dans la région Asie-Pacifique, vous avez une expérience des vaccins au niveau global, vous avez une expérience considérable. Et vous êtes aussi le représentant de Sanofi à l'EFPIA, qui est la Fédération européenne des associations industrielles en Europe, qui est un interlocuteur majeur au niveau européen, et dont vous présidez le comité international. Voilà. Alors, nous avons aussi mon co-auteur, Éric Bouteiller, qui a, comme a dit Christophe, est professeur associé en management à la China Europe International Business School, qui en fait est le fruit d'une coopération entre la Commission européenne et le gouvernement chinois et qui a été lancée en 1994 et qui est devenue une école d'excellent niveau, très réputée dans la région, et dont la gouvernance est partagée entre un Européen et Eric a 20 ans, alors en dehors d'être docteur en sociologie, c'est un fin sinologue, non seulement la langue mais la culture, et ça a été la raison de ton activité à HEC. Et après 20 ans en Chine, et tu es toujours résident en Chine, en tant que senior vice-président de la filiale d'un grand laboratoire français qui s'est vraiment internationalisé, qui est Ipsen. Donc, tu as dirigé la filiale. Et au-delà de cette direction d'entreprise, une implication forte dans les politiques publiques, expert auprès de la Chambre de commerce européenne en Chine, fondateur de French Healthcare Alliance en Chine, et ça tu vas en dire quelques mots, et président de la RDPAC, qui est l'association des industries pharmaceutiques, des industriels de la pharmacie investissant en Chine, en gros des étrangers, évidemment, est une expérience extrêmement importante. Et puis nous avons Benoît Méribel, merci encore d'avoir accepté de venir. Vous êtes membre du Conseil économique, social et environnemental. Et vous êtes aussi, et je pense que c'est l'aspect président de la Fondation Une santé durable et pour tous, lancée en juin 2020, vous en direz quelques mots. Et vous avez aussi eu d'autres fonctions à la Fondation Mérieux et l'Institut Mérieux. Donc, une expérience très large et beaucoup d'initiatives et d'engagements, je n'ai pas le temps de rappeler, dans tout ce qui concerne les organisations humanitaires au-delà du secteur santé. Mais le secteur santé. Voilà. Donc, tous nos intervenants sont présentés et je vais me permettre de lancer les premières questions. Donc, la première question, ça sera pour vous, docteur, je ne sais pas comment on peut dire, Weinbach. Comme vous souhaitez, à la française. J'ai un peu d'éléments germanophones. Jérôme, ce sera peut-être. Jérôme, voilà. C'est plus simple. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques minutes quelques points clés concernant quelle est la stratégie française en santé mondiale, quelles sont les priorités au niveau mondial, éventuellement en Europe,
et quelle collaboration est mise en place avec les institutions internationales, les gouvernements ou éventuellement d'autres acteurs? Merci Annie. Je remercie d'abord les organisateurs et publics de Sciences Po, anciens comme actuels, Daniel, pour cet accueil. Je remercie aussi les anciens de l'AgroParisTech, parce que ça aussi c'est une honnête de prêter sa salle à Sciences Po. C'est très bien pour parler de santé humaine, mais aussi de santé animale et environnementale. Avant peut-être de parler stratégie française et européenne en santé mondiale, où je serai bref, parce qu'on a eu aussi, j'espère que certains d'entre vous étaient présents, on a eu le 9 octobre beaucoup de présentations à ce sujet. Je voudrais faire tomber quelques idées reçues sur cette question de l'accès aux médicaments, parce que c'est un problème complexe qui ne peut être abordé qu'avec une finesse de jugement. Il y a plein de choses à dire, et tout le challenge pour nos exposés, c'est d'être concis et d'organiser nos idées autour de plein de sujets. J'essaierai de le faire. Notre objectif commun, que ce soit la stratégie française et européenne en santé mondiale, c'est plus que d'assurer l'accès aux médicaments, c'est d'assurer un accès aux médicaments, à des médicaments sûrs, efficaces, abordables et dans les délais appropriés. Ça aussi, on ne le dit pas assez souvent, et on l'a vu avec la crise Covid et la vaccination. Donc, c'est au moins 4 enjeux. S'en rajoute un autre qui va être abordé très bien par Benoît sur l'impact aussi environnemental de la production notamment des médicaments, de la fabrication des intrants, ce qu'on appelle les principes pharmaceutiques actifs, les IPA, et puis les déchets aussi de cette industrie qui a aussi une signature carbone plus importante encore que l'industrie automobile, et là aussi de l'innovation nécessaire. Donc, on garde en tête cet objectif, il y a au moins 4 grands sujets, donc accès équitable, des médicaments sûrs, efficaces, et également, bien sûr, dans des délais suffisants et des médicaments des prix abordables. Alors, la première idée réussie que je voudrais faire tomber, c'est que ce débat est souvent perçu comme une opposition entre les pays du Nord et du Sud, et pourtant on s'en rend compte tous, les inégalités d'accès existent aussi bien au sein des pays les plus développés, y compris en Europe, que dans les pays du Sud, pour des facteurs bien sûr différents, mais c'est ensemble qu'on doit aborder, tous ensemble, qu'on doit, j'ai cassé le micro, on doit aborder le sujet. Alors, par exemple, au sein de l'Union européenne et même de la zone euro au sens Nations Unies, OMS du terme, on a des pénuries récurrentes de médicaments essentiels. Vous l'avez vu, qui fragilise les systèmes de santé. 50% des pharmaciens européens signalent des pénuries d'approvisionnement hebdomadaires. On a connu un hiver 2023, vous vous souvenez, avec l'amoxicilline, paracétamol très compliqué. Vous voyez, ce n'est pas des médicaments particulièrement sophistiqués, mais voilà, on a quand même connu ces problèmes d'accès. On a des délais d'autorisation et de remboursement inégaux dans l'Union entre les États membres qui limitent l'accès aux nouveaux traitements. Des délais d'accès donc très variables. Un médicament est disponible 400 jours après son autorisation en Europe en moyenne, contre 133 jours aux États-Unis. Il y a un coût élevé de certains médicaments innovants, voire très innovants, qui empêchent aussi leur déploiement équitable. Et certains pays accèdent plus vite aux innovations grâce à des systèmes de prix différenciés, des régulations adaptées. Ça, c'est très important de le dire. Je dois dire que même en France, au sein de nos territoires, c'est pas la même chose d'être en outre-mer, à la montagne, ou dans le désert. Ou dans le désert, s'il y en a, parce que ça pointe aussi. Je crois que je vais abandonner. Dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, et là aussi, il faut de la finesse d'analyse, les facteurs d'inégalité d'accès ne sont pas les mêmes en Afrique, en Asie, en Amérique latine, on le verra, on en reparlera, chez les insulaires, dans les bassins océaniques, etc. Mais il y a quand même des problématiques communes et spécifiques, une absence souvent et une insuffisance de couverture sociale, parce que voilà, c'est bien d'avoir des médicaments disponibles, mais si on ne peut pas se les offrir, ça ne va pas fonctionner non plus. Il y a un éloignement ou des difficultés d'accès aux centres de soins, à commencer par les centres de soins primaires, puis l'hôpital.
Pour beaucoup de familles, il faut marcher 100 km pour accéder à la première ou au premier infirmier ou médecin. Et c'est souvent les populations les plus vulnérables qui sont affectées par ces difficultés d'accès, ce qui empêche des millions de personnes à accéder au diagnostic et aux soins. On a une très forte dépendance aux importations qui rend le médicament plus coûteux et qui ralentit aussi sa disponibilité. 70% des médicaments sont importés en Afrique et augmentent leur coût, donc comme je le disais, les délais d'approvisionnement. Ensuite, on a des cadres réglementaires encore trop morcelés et avec des standards insuffisants, puisque je vous ai dit qu'on voulait des médicaments sûrs et efficaces, des infrastructures de production et de distribution très limitées qui rendent les systèmes vulnérables et qui limitent la souveraineté sanitaire, tant au niveau national que régional. Et puis, un autre problème, je ne m'en ferai pas l'économie, c'est qu'on a aussi de la falsification. Il y a 42%, imaginez, 10% des médicaments dans le monde sont falsifiés, 42% en Afrique. Et pourquoi c'est un problème pour l'égalité d'accès? Parce que ça a des impacts délétères. D'abord, il y a un risque pour la santé publique, avec des médicaments qui contiennent des doses souvent insuffisantes, voire inexistantes de principes actifs, mais aussi parce que ça érode la confiance des populations dans les systèmes de santé locaux. Et puis, ça a un impact économique, parce que les contrefaçons génèrent un marché parallèle qui pénalise les fabricants légitimes et qui affaiblit les investissements de santé. Alors, j'en viens maintenant très vite à la stratégie française et européenne. Mais vous voyez, les questions sont complexes et donc elles nécessitent des approches très spécifiques pour les régler et des approches aussi globales sur toute la chaîne de valeur, depuis la recherche, l'innovation, les essais cliniques, jusqu'au dernier kilomètre de livraison du médicament. Ça nécessite donc des approches globales menées en même temps. Donc c'est une caricature, par exemple, qui consisterait à limiter la question de l'accès à de la propriété intellectuelle. Ce n'est pas suffisant. Et puis, en amont de tout cela, il y a aussi, parce que le mieux, c'est de ne pas tomber malade, il y a des enjeux de prévention, il faut en parler, ça ne coûte pas très cher la prévention, hein, se laver les mains à l'hôpital pour éviter les infections, mais il y a aussi une alimentation saine et équilibrée pour éviter les grandes maladies chroniques. Et il y a des enjeux de formation, vous l'avez mentionné, Annie, sur le bon usage des médicaments, c'est extrêmement important. La stratégie française et la nouvelle stratégie pour la période 2023-2027, elle couvrait cette question, elle couvre toujours cette question de l'accès aux médicaments équitable dans le monde. Et je dois dire d'ailleurs que c'est même dans les objectifs de développement durable, hein, il faut le rappeler, c'est un droit humain l'accès aux médicaments. Donc il y a des enjeux bien sûr extrêmement clés sur la justice sociale dans cet accès. Ce n'est pas une question seulement de chaîne de valeur sur la production de médicaments. Elle s'articule, cette stratégie, autour de 5 priorités. Vous allez comprendre avec ce que j'ai exposé sur les problématiques que les enjeux et les challenges que j'ai évoqués sont abordés par la stratégie. Le premier objectif, la première priorité, c'est bien sûr promouvoir des systèmes de santé équitables et résilients qui permettent à tous et à toutes d'avoir accès à des services de santé de qualité et atteindre ainsi la couverture de santé universelle. Ensuite, il y a la promotion de la santé et le bien-être des populations à tous les âges de la vie. Et là, la prévention a toute sa place et la formation aussi, y compris des patients et de leurs familles. Ceci doit se faire dans une approche une seule santé. C'est ce qui est porté, Benoît en reparlera, par notre stratégie. Promouvoir une nouvelle architecture mondiale plus solide et solidaire. La solidarité, c'est clé au-delà de la souveraineté. Et l'Europe et l'Union européenne n'a pas à rougir de ces actions de solidarité. Vous avez évoqué COVAX et Actea. C'est un exemple, ce n'est pas parfait, mais sur des épisodes plus récents comme Mpox, je rappelle quand même qu'en quelques semaines, on a livré 300 000 vaccins en RDC et des engagements sur plus de 500 000. D'ailleurs, je ne sais pas ce que sont devenus ces doses de vaccins. C'est intéressant de voir le fameux dernier kilomètre et la capacité à vacciner aussi ensuite correctement les populations. Donc, vous voyez, il ne s'agit pas seulement de livrer. Et puis enfin, faire de la recherche et de l'expertise française des leviers d'action et d'influence au service de la stratégie. Alors, l'Académie de l'OMS, c'est notamment une action phare de cette stratégie française.
Et quand j'évoque la formation, alors bien sûr, on a des activités de formation bilatérales avec beaucoup de pays, avec des accords bilatéraux en santé, mais nous portons aussi le rôle de cette académie OMS pour former les professionnels de santé, le paramédical et les citoyens en général, et les diplomates aussi, à ces enjeux d'accès aux médicaments. Un autre enjeu essentiel, c'est la négociation de l'accord international contre les pandémies, mais la question des médicaments et de leur accès, ça ne porte pas seulement sur les périodes de crise et les crises pandémiques, ça porte aussi sur les maladies chroniques et beaucoup d'autres enjeux. Enfin, une action multilatérale et bilatérale pour renforcer les systèmes de santé, mieux lutter contre les maladies, et puis des initiatives comme Trésor pour travailler encore plus en amont sur la prévention avec des surveillances au niveau de la santé animale qui permettent d'éviter ces crises épidémiques et pandémiques chez l'homme. Nous appuyons des initiatives multilatérales, et c'est là qu'on va s'articuler aussi avec les approches onusiennes, des grandes initiatives comme Gavi, l'Alliance Vaccin, United, et ces initiatives, notamment sur la propriété intellectuelle, avec le Medicine Patent Pool, une initiative de 2010 qui est financée par United, appuyée par les Nations Unies pour favoriser des licences volontaires avec l'entrée en jeu des génériqueurs sur des médicaments avec des réussites très concrètes sur pas mal de médicaments, des antiviraux, des antirétroviraux, des médicaments également contre certaines maladies chroniques et contre l'hépatite C. Nous ne pouvons pas agir seuls, et il y a aussi l'Union européenne et sa stratégie dans laquelle on s'intègre et qu'on coordonne à bien des égards aussi l'impact de la stratégie de l'Union qui ressemble de très près à la stratégie française puisqu'elles se sont inspirées mutuellement. Et donc, au niveau européen, il y a un enjeu actuel au-delà de la stratégie de l'Union en santé mondiale. Je ne vais pas revenir sur ces objectifs, c'est les mêmes, CSU, renforcement, préparation aux crises et santé tout au long de la vie. Il y a aussi des négociations extrêmement importantes actuelles, à la fois sur un paquet législatif pharmaceutique qui souvent oppose dans le débat compétitivité, innovation en Europe et équité d'accès aux médicaments. C'est une erreur, à mon avis. On peut réconcilier, voire concilier les deux pour être ensuite plus solidaires ensemble avec le secteur privé sur d'autres parties. Je pense qu'on je vais vous demander de... Voilà. Je m'arrêterai là pour le paysage global, appui à des grandes initiatives donc, que j'ai évoquées, puis bien sûr l'OMS et son rôle central pour assurer avec ses instruments aussi, plateforme notamment d'accès aux contre-mesures médicales, la suite un petit peu de COVAX, appuyer ces enjeux. Merci beaucoup parce que vous avez balayé vraiment tous ces aspects-là de façon tout à fait complète. Alors justement, vous avez évoqué le Pharmaceutical Package, mais on va peut-être, je vais me tourner vers Olivier Charmel qui a peut-être d'autres éléments à présenter, en particulier, Sanofi est une entreprise globale, Sanofi est présente sur les marchés émergents, Sanofi a des actions dans les marchés depuis des années. Comment voyez-vous cette stratégie? Et effectivement, c'est votre casquette PA, je veux dire, comment l'aspect Pharmaceutical Package vous parle. Alors, peut-être un premier commentaire, vous m'avez présenté en disant que j'avais été élève à Sciences Po, et je dirais que je suis très heureux de revenir, ou plus exactement, j'avais été maître de conférence, et je dirais que j'ai quitté Sciences Po en tant que maître de conférence pour venir en Sanofi, parce que je me suis rendu compte, après quelques semaines, que j'aurais du mal à mener les deux de front, ce que j'ai toujours beaucoup regretté. Peut-être 2 ou 3 points pour commencer. Le premier point, c'est que vous ne vous rendez pas compte combien les problématiques géopolitiques dans un groupe comme Sanofi sont devenues des problématiques clés. Et d'ailleurs, un certain nombre de groupes se sont structurés et ont créé des nouvelles positions qui n'existaient pas il y a 15 ou 20 ans, qui sont, par exemple, des positions de Chief Geopolitical Officer. C'est pour vous montrer combien ces problématiques sont importantes. Et je dirais que je reviens des États-Unis où j'ai passé une dizaine de jours et vous avez parlé
Annie, de la brutalité des changements. C'est quelque chose que, d'une certaine manière, nous avions anticipé. Et pour revenir sur le terrain de l'importance de la géopolitique, le COMEX de Sanofi était allé à Washington mi-octobre pour essayer de comprendre un petit peu, quel que soit le gagnant des élections, comprendre un peu quelles seraient évidemment les implications. Et évidemment, nous sommes surpris par la brutalité, et je dirais qu'après ces 10 jours passés aux États-Unis, notamment évidemment, et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler sur le sujet des tarifs, mais sur aussi un certain nombre d'autres sujets, la participation à l'OMS, on a parlé de l'USAID, on voit bien que là, on est sur des évolutions qui sont très, très discriminantes. Le troisième point, c'est, je soulignais l'importance de la géopolitique. Les problématiques d'accès sont des problématiques qui sont clés. Et je n'ai pas encore lu votre livre, mais je suis persuadé que j'y apprendrai beaucoup de choses. Quand je réfléchis à quelles sont les fonctions clés dans une entreprise, il y a évidemment l'innovation, la recherche, le développement, mais les fonctions de market access, que ce soit dans les pays développés ou dans les pays émergents, ce sont évidemment des problématiques qui sont clés. Comment, quel accès on réserve notamment à des médicaments qui sont innovants. Si on prend un petit peu de recul, quelle est je ne veux pas employer des grands mots, mais quelle est la mission d'un groupe comme Sanofi qui a évidemment une tradition forte de présence dans les pays émergents, que ce soit en Asie, en Afrique, en Amérique latine, c'est bien sûr de mettre à disposition des patients des médicaments de qualité et des vaccins de qualité. C'est ça que nous faisons. Alors, nous avons différents instruments pour le faire. Nous avons d'abord, je dirais, notre problématique et nos outils commerciaux classiques. Et à travers ces outils classiques, nous avons aussi un certain nombre d'initiatives pour rendre accessible, abordable, un certain nombre de nos médicaments. Par exemple, vous voyez, dans le cadre des activités de mon unité, nous avons signé l'année dernière un accord au Ghana, où nous avons travaillé beaucoup sur l'écosystème, en renforçant les liens de coopération, en créant vraiment un écosystème auprès des professionnels de santé pour la prise en charge des diabétiques. Donc là, à la fois, au-delà de l'effort qui est un effort de fourniture de médicaments, un effort de formation et de participation à l'écosystème. Nous avons aussi deux autres instruments que nous utilisons de manière systématique, qui est la Fondation S. Cette fondation, c'est une fondation qui vient en secours des populations les plus vulnérables, évidemment dans les situations de crise, mais aussi qui travaille beaucoup sur l'impact du changement climatique sur l'environnement et sur les systèmes de santé. Et je pourrais y revenir dans le sens des questions. Le troisième élément, c'est que, évidemment, Sanofi est une société dont le but est de mettre sur le marché et d'apporter aux patients des produits innovants. Mais nous avons une entité, et j'ai beaucoup, ces dernières années, vous n'avez pas rappelé que j'étais administrateur de Gavi, ce qui, quand je regarde un peu ma vie professionnelle, c'est certainement pendant cette période que j'ai le plus appris. Le plus appris en étant évidemment en contact avec les décideurs politiques, que ce soit français d'ailleurs, et le représentant de la France, mais aussi les représentants d'un certain nombre de gouvernements étrangers. Et puis la place importante de la Fondation Gates dans cette orbite. L'acronyme de Gavi, c'est Global Alliance Back for Vaccines, et il me manque quelque chose. Immunization. Immunization. Global Alliance. Absolument. Et donc, nous avons développé, parce que ça nous paraît important, compte tenu, je dirais, de la responsabilité qu'une entreprise comme la nôtre a, d'avoir une unité que nous appelons Global Health Unit, qui a une quarantaine de produits, pour être plus précis, une trentaine, et qui travaille dans les 40 pays qui sont
les pays qui sont avec un niveau de PIB par habitant le plus faible. Hein. Et donc, une politique très, très systématique. Et là, nous sommes nous ne sommes pas l'objectif, hein, c'est vraiment un objectif différent un peu de business for good, vous comprenez ce que je veux dire, hein. C'est un objectif ici à but non lucratif, hein. C'est-à-dire, moi j'ai trop travaillé, je dirais ces 10 ou 15 dernières années, avec la mise en place d'un certain nombre de projets qui ne sont pas pérennes. Et donc là, l'objectif que nous avons avec cette unité Global Health, c'est de construire quelque chose qui est pérenne, hein. L'objectif, ce n'est pas de gagner de l'argent avec cette activité, mais d'être capable de fournir des médicaments à ces pays, hein, ces pays étant ceux qui ont évidemment le niveau de richesse le moins élevé. Peut-être un dernier point sur l'approche One Health, et un certain nombre de mes collègues du panel pourront en parler de manière plus éloquente que nous. C'est un concept pour nous qui est très important, hein. J'ai beaucoup travaillé dans mes jeunes années, quand j'étais patron de Sanofi Pasteur, avec Alain Mérieux, et qui parlait toujours de la convergence, hein, entre la santé animale et la santé humaine, hein. Je dirais que ce qui s'est accéléré ces dernières années, c'est que, évidemment, la santé humaine et la santé animale sont très importantes, mais il y a un autre élément qui est très important, c'est évidemment l'environnement. Et je dis souvent que c'est un triangle, hein, et donc nous travaillons beaucoup sur respecter ce triangle à travers toutes les politiques d'initiative, les initiatives que nous avons dans le domaine de l'environnement, que ce soit les engagements que nous avons pris, hein, en 2030, 2045, jusqu'à évidemment l'émission net zéro, hein, pour un groupe comme le nôtre. Vous comprenez que ce sont des investissements qui sont très importants, ce sont des investissements qui commencent dès aujourd'hui, hein, c'est un programme à 10 ou 15 ans que nous avons bâti. Nous travaillons aussi beaucoup sur l'impact du changement climatique, hein, sur les systèmes de santé, à travers, par exemple, hein, vous voyez que toute politique de prévention est évidemment importante, hein. Un diabétique, si vous voulez, qui subit par exemple, un diabétique qui a des problèmes au rein, qui est susceptible de faire plusieurs dialyses, vous comprenez que son impact, hein, sur l'empreinte carbone est évidemment très importante, hein. Donc, nous travaillons beaucoup sur ce que nous appelons dans notre jargon le patient pathway, hein, donc s'assurer, hein, que nous travaillons non seulement sur la fourniture de médicaments en réduisant notre empreinte, mais aussi en travaillant d'une manière systématique pour améliorer, hein, le parcours patient et pour permettre, hein, de réduire. Je rebondirai peut-être sur 2 ou 3 éléments qui sont importants. Vous avez parlé un peu de l'Europe, hein. Aujourd'hui, évidemment, compte tenu de tout ce qui se passe, hein, de l'émergence potentielle de tarifs, hein, la question de la compétitivité de l'Europe est une question qui est très importante. Le secteur de la santé est un secteur qui est très important pour l'Europe, hein. En gros, aujourd'hui, l'ordre de 700 000 personnes travaillent dans ce secteur, mais en considérant les personnes qui travaillent, hein, autour de ce secteur, on est près de 2,5 2,6 millions de personnes qui travaillent dans ce secteur, hein. Et on sait tous aussi que l'innovation, hein, qui a joué un rôle très important en Europe, est aujourd'hui dans une situation qui est plus difficile. Aujourd'hui, 50% des innovations viennent des États-Unis, hein, et avec l'émergence d'un acteur très important, émergence extraordinairement rapide, et je pense qu'Éric aura l'occasion d'y revenir, c'est l'émergence de la Chine, hein. Quand j'ai commencé en Chine, mon premier voyage en Chine était en 1985, comme étudiant. Je suis revenu pour Sanofi dans les années 95. Je n'aurais jamais pensé, hein, que la Chine commencerait à jouer un rôle aussi important et aussi rapidement. C'est une évolution qui date de 3, 4, 5 ans, hein. On voit bien, l'année dernière, soit 40% des opérations de business développement au sein de l'industrie pharmaceutique pour les grandes multinationales ont été faites avec la Chine, hein. C'est l'émergence, hein, d'un certain nombre de biotech chinoises
qui vont jouer un rôle de plus en plus important. Et un groupe comme le nôtre est en train de réfléchir à sa présence en Chine, hein, pour évidemment tirer parti de cette innovation en Chine, dont pour nous, hein, il nous paraît évident que c'est une tendance de fond. Donc, peut-être un dernier mot sur l'Europe. Les problématiques d'accès et les problèmes, et vous l'avez dit, Jérôme, et les problématiques d'innovation, pour moi, sont très liées, hein. Il n'y a pas d'accès sans innovation, hein. Alors, l'industrie a une responsabilité pour réfléchir à comment, sur des produits innovants très chers, hein, elle peut réfléchir à travers un certain nombre de mécanismes, avec un certain nombre de partenaires, pour mettre à disposition ces produits innovants dans des systèmes qui ne sont pas forcément structurés, hein, pour pouvoir les accueillir. Je m'arrête peut-être ici. Oui, merci beaucoup et merci d'avoir évoqué cette question de l'évolution foudroyante extraordinaire de la Chine, et ça permet une excellente transition auprès d'Éric. Éric, tu auras besoin de bon micro. C'est bon. Merci beaucoup à Annie et évidemment Olivier pour ce lancement. Effectivement, la Chine est un pays extrêmement important pour cette activité de la pharmacie. Aujourd'hui, c'est le deuxième marché mondial. Je pense que vous le savez, vous en avez entendu parler. Et pour faire un mot sur le livre, parce qu'après tout, on est aussi là pour parler de notre livre, on oublie un petit peu tout le reste 2 secondes. Le concept même du livre, ça a été d'essayer d'extraire les fondamentaux du market access, vous avez bien compris, on ne va pas revenir sur ce qu'est le market access. Mais par contre, on a décidé avec Annie de s'intéresser évidemment aux États-Unis, à l'Europe, au Japon et à la Chine. On a donc décidé de se focaliser sur les 80% du marché mondial aujourd'hui, le cœur. Et donc, pour nous, notre analyse, c'est que la Chine fait complètement partie de cette industrie, je dirais, d'aujourd'hui, de la pharma mondiale. Le reste étant évidemment souvent des marchés très, très importants sur lesquels il faut absolument agir et faire des choses. Mais le cœur, la machine, si on veut, de cette industrie pharma, c'est vraiment avec la Chine inclus et non pas exclu, comme on pouvait le voir il y a quelques années. Je ne continue pas plus sur le livre. Non, mais je ne suis pas sûre que tout le monde est vraiment conscient que c'est devenu le deuxième marché mondial, et ça fait plus de 10 ans que c'est le deuxième marché mondial. On peut le répéter encore une fois. Deuxième marché mondial. Voilà, on répète. Écoutez bien, c'est le début de la pédagogie. Alors, avant l'innovation, moi je pense qu'il y a un autre élément qui est très important pour bien appréhender la Chine, c'est qu'aujourd'hui, le niveau de PIB par habitant de la Chine, c'est 11 000 $ de PIB par habitant. Ça veut dire que la valeur de chaque individu, statistiquement parlant, hein, évidemment, c'est équivalent à l'Europe. Alors l'Europe basse, hein, l'Europe un peu sous-développée, enfin moins développée, mais on est dans un environnement qui est très proche du nôtre, et ceux qui ont la chance ou l'opportunité, comme moi, d'aller à Shanghai, Pékin, etc., ce sont des villes qui sont tout à fait similaires aujourd'hui à l'Europe, et il se passe plein de choses, évidemment, liées à ça. Il faut remettre l'église au milieu du village. Une autre chose qui me semble très importante, d'un point de vue market access, la Chine a réussi sur tous les plans en termes de market access. Ils ont un système aujourd'hui qui couvre tout le monde. À 80, je crois que les derniers chiffres, c'est 97% de la population est couverte par le système de protection sociale locale. Hein, ce n'est pas la Chine sous-développée d'il y a 20 ans, c'est une Chine développée. Ce n'est pas une Chine qui laisse les gens très loin en dehors du système. Non, au contraire, ils ont réussi à ramener tout le monde dans le système. On parlait de nos premières années. La première année, j'avais travaillé pour Ipsen en Chine en 2001. L'OP, donc le reste à charge, était de 70%. 70% de la facture pour les individus était à payer par les individus. Vous imaginez, ce n'était pas du tout la direction qu'il fallait prendre. Et ben, ils ont fait évoluer les choses, et aujourd'hui, le reste à charge reste très élevé par rapport à la France, mais on est de l'ordre de 26-27% de la facture. Donc, il y a eu une décision, une orientation très forte
qui fait que, de mon point de vue, enfin de notre point de vue avec Annie, en termes de market access, c'est une véritable fête, je dirais, ce que l'on peut voir. Mais rapidité, mais en agissant sur les bons critères, qui ont permis Alors, comme je n'ai pas beaucoup de temps et que j'ai deux questions en fait à traiter, je vais aller directement vers ce que nous a suggéré Olivier sur l'évolution de l'innovation, qui est absolument fantastique. En gros, l'industrie pharmaceutique chinoise, elle était tournée vers les génériques. Il n'y avait pas de protection des brevets. C'était extrêmement tourné vers l'intérieur. La plupart des premières bases de leur industrie, c'est ce qu'ils avaient, entre guillemets, récupéré en 1949 des industriels de l'époque. Enfin, bon, c'est quelque chose de très ancien qui fonctionnait plus ou moins bien. Et ils ont réussi, au milieu des années 2010, à faire ce virage vers l'innovation. Pour moi, ils ont fait plusieurs choses. D'abord, ils ont construit un système de protection de la propriété intellectuelle de tout premier plan. C'est-à-dire que la Chine, c'est mieux que les États-Unis. Enfin, ils ont quand même pris très directement l'école des meilleurs. Ils avancent très fort dans cette direction. Ils ont un système qui, aujourd'hui, pour les génériques, la mise en place des génériques est à peu près équivalent à ce qui se fait dans les grands pays industrialisés. Et ils ont également bénéficié d'un système financier, une profondeur des institutions financières qui leur permet de financer ces biotech. Un chiffre, en Chine aujourd'hui, il y a 150 biotech cotées en bourse, plus que dans toute l'Europe. Et ça a été développé en, je dis, 7-8 ans depuis les réformes de 2015-2016. Alors, il est clair que si on prend la focale, on regarde ça de très près, il y a plein de soucis. Il y a une bulle, en Chine, il y a une bulle, et la bulle, elle est en train d'éclater. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plein, à mon avis, de business développement accessibles par nos collègues internationaux, parce qu'aujourd'hui, la plupart de ces biotech ont un problème de trésorerie, ils arrivent à se financer, donc elles vendent une partie des bijoux de famille qui vont bénéficier à l'industrie internationale, comme le veut notre fonctionnement économique. Donc, tout n'est pas rose, mais il faut bien se rendre compte qu'il y a eu un virage vers l'innovation qui a extrêmement bien réussi, et que la conséquence de tout ça, c'est qu'on commence à avoir des acteurs économiques chinois de tout premier plan qui commencent à venir vers les États-Unis ou l'Europe. Notre lancement de notre livre, je reviens encore sur le bouquin, je suis désolé, je suis franchement désolé, mais je suis bien un peu pour ça quand même. On a eu le plaisir lors du lancement à Shanghai, début décembre, d'inviter Global Health Unit de Sanofi, qui nous a fait une très très grande impression, je dois le dire, c'est vraiment une très très belle contribution. Et on a également invité Beijing, qui est donc le grand laboratoire chinois qui, moi, à mon avis, la future Big Pharma chinoise, et nous a fait part de ses réflexions en termes de market access. C'est les mêmes raisonnements, c'est la même approche que les grands labos internationaux, et il se pose de grandes questions sur comment avoir le meilleur accès en Indonésie, en Malaisie, etc., pour leurs produits, pas pour les produits des internationaux. Mais c'est quelque chose qui devient, je dirais encore une fois, relativement similaire, et la boucle est bouclée, si on peut dire ça comme ça. On voit bien qu'on est donc dans une industrie pharmaceutique. Je t'interromps. Ça veut dire aussi que les acteurs chinois deviennent des enjeux, enfin, je veux dire, la géopolitique du médicament fait partie de l'arsenal, enfin, va faire de plus en plus partie, on avait un exemple avec le vaccin de l'arsenal géopolitique de la Chine. Donc avec ces... Dans les deux sens. C'est-à-dire qu'elle peut, puisque malheureusement, en termes de valeur, nous ne sommes pas alignés, on va dire ça comme ça, ils peuvent tout à fait en faire pression là-dessus, et qu'aujourd'hui, nos autorités françaises, par exemple, pourraient aussi acheter du médicament chinois, mais est-ce qu'il ne faut pas avoir des règles de protection de nos approvisionnements? Et ça, c'est un autre sujet sur lequel on reviendra peut-être. Annie, maintenant, tu m'as demandé un deuxième sujet. Oui, mais je crois qu'on va... En une phrase.
The French Healthcare Alliance. Yes. Alors en français, c'est Une politique publique du ministère des Affaires étrangères et de Business France. le club santé? Oui. Oui, non. Je vois notre ami Didier qui est dans la salle. En 2013, il y a quelques amis de l'IPSEN dans la salle, il y a également notre ami André là-bas, mais Didier, là, il se rappellera très bien qu'en 2012, fin 2012, il m'appelle avec Marc de Garidel et on discute de comment, Marc de Garidel étant le PDG de l'IPSEN à l'époque, et nous demande comment est-ce qu'on peut faire quelque chose pour l'industrie française et une présence en Chine. Vous comprenez bien la magnitude de la Chine et la complexité de ce qui se passe et le fait que nous soyons tout petits là-bas. L'IPSEN, forcément, puisqu'on a un laboratoire, c'est un laboratoire de taille moyenne, mais même Sanofi, on n'est pas grand-chose là-bas. Et donc, un des moyens avait été, je salue notre travail de l'époque, c'est d'avoir créé ce club santé, dont le concept est simple, c'est de mettre tous les acteurs économiques français travaillant dans la santé, évidemment la pharma, mais le device, on a parlé de Biomérieux, le diagnostic, les maisons de retraite, les architectes pour les hôpitaux, donc l'ensemble de la filière, de les mettre autour d'une table et d'essayer de travailler ensemble. Dans le temps, on disait chasser en meute, je ne sais pas pour le commerce extérieur. Je suis assez parisien pour le confirmer, mais en tout cas, on a essayé de le rendre concret. Aujourd'hui, c'est une centaine d'entreprises dans ce club santé. Et si vous n'en faites pas partie, rejoignez-nous, ça ne peut que vous apporter quelque chose. C'est gratuit. Et nous sommes là pour travailler tous ensemble. Voilà, j'avais dit une phrase, je m'arrête. Oui. Un commentaire, Jérôme? Oui, parce qu'on a d'abord les clubs santé sont aussi animés par nos conseillers affaires sociales. Ah oui, non, pardon, non, je vais reprendre le micro, je suis allé prendre Et ça, c'est mon équipe, c'est la DAI des ministères sociaux, les CAS, les conseillers affaires sociales, donc Romain Jacquet en Chine, et puis on a le Brésil, on a l'Inde, ils font faire le même travail. Et puis on a aussi filière internationale, industrie et produits de santé avec l'ensemble des acteurs, et nous siégeons, nous, ministère de la Santé, avec le fédérateur Georges-Fabrice Blum dans cette ville. Jérôme, c'est de la faute. Donc là, je parlais des prolégomènes, je parlais du début. Aujourd'hui, l'institution, Jérôme, on est bien d'accord. Les intérêts convergent, le public, le privé. Oui, c'est ce qu'on appelle l'équipe France. C'est la diplomatie, en fait. Et c'est très important. Et c'est très important. Et pour aller tout à fait dans le sens de ce que dit Jérôme, aujourd'hui, le club santé en Chine, par exemple, dans les autres territoires, c'est la même chose. Il y a 3 coprésidents. Il y a un coprésident entreprise, il y a un coprésident ambassade de France. Dans le cas de la Chine, c'est Romain dans les services de Jérôme. Et un troisième qui est donc le Business France pour que tout cela fonctionne ensemble. Et donc, c'est effectivement multi-département et multi-sectoriel pour les acteurs. Oui, juste un petit mot, mais c'est pour vous dire que même une grande entreprise comme Sanofi, chaque fois que je vais en Chine, et j'étais en Chine début décembre, eh bien, je ne manque pas de faire une visite à Romain Jacquet parce que c'est important et ça va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'à la fois, je pense que c'est important et il se trouve que à l'occasion de cette visite, j'étais avec le conseil d'administration de Sanofi, ce qui démontre aussi combien la Chine est devenue un pays important. C'est pour nous aussi le deuxième marché mondial. Et donc, pour nous, pour moi, rencontrer, c'est la même chose en Inde, rencontrer Romain Jacquet est quelque chose d'important parce que ça me permet de comprendre, dans un pays où les codes sont parfois difficiles à lire, ce qui se passe. Je veux juste donner un petit exemple pour expliquer pourquoi, par le contraire, pourquoi il est si important de travailler en équipe France. On a vu trop souvent, par exemple en Ukraine, des entreprises françaises qui étaient isolées et qui vendaient, par exemple, des mammographes à un hôpital sans se soucier de savoir s'il y avait un accès équitable pour les femmes dans tout le pays, s'il y avait un plan national cancer digne de ce nom, et sans se soucier de savoir aussi s'il y avait des utilisateurs formés pour utiliser les mammographes. Et donc, quand on travaille ensemble, dans un accord, une vision politique partagée entre 2 ministères de la Santé, les autorités chinoises, par exemple, les autorités françaises de la santé, ça nous permet d'introduire une offre française en équipe France avec des entreprises qui vont travailler à de l'équipement, etc., mais dans quelque chose de beaucoup plus large. Construction d'hôpital, formation de personnel de santé, plans nationaux sur l'antibiorésistance, etc.
Et c'est comme ça qu'il faut avancer. Et je vous assure que cette offre française, elle est unique par rapport à d'autres pays comme citer l'Allemagne ou d'autres qui envoient simplement des entreprises toutes seules, sans filet. On change aussi les cadres réglementaires. On peut travailler avec les autorités de santé locales pour changer, appuyer, c'est le cas pour l'Ukraine, pour préparer son intégration dans l'Union européenne de la santé. Merci, merci, parce que je pense que c'est important. Voilà, on va donner la parole à Benoît Nourdel. Vous allez revenir. Alors justement, moi j'avais cru comprendre que l'institution, l'organisation que vous présidez, Une santé durable pour tous, était un des résultats, sous l'égide de l'Institut était un des résultats de la présidence française de l'Union européenne. Est-ce que je me trompe ou est-ce que vous pouvez revenir au... Je me trompe. Non, il y a un lien, en fait, mais Voilà, surtout que juste pour soutenir ce lien politique et Jérôme vient de terminer en parlant de l'Europe de la santé. Alors, est-ce que l'Europe de la santé existe? En tout cas, elle est à construire, puisque ça reste une compétence partagée. Et l'Europe s'est faite sur le charbon et l'acier, mais effectivement, la santé est un enjeu. On y a travaillé d'ailleurs au CESE aussi. J'ai été co-rapporteur d'Amadi en avril 2022 là-dessus. Donc, en fait, juste quelques remarques, parce que je ne suis pas un spécialiste du médicament, mais je pense que tout ce qui a été dit était fort intéressant. On peut souligner un aspect important qu'on entend souvent, c'est aussi la pénurie de main-d'œuvre en santé. C'est mondial. Et c'est un vrai enjeu pour l'accès. Et puis, ça a été évoqué, Olivier Charmel a évoqué la famille Mérieux, et c'est vrai que Charles Mérieux a été un des fondateurs de la vaccinologie. C'est-à-dire, effectivement, on peut avoir des productions de vaccins. Le but de la manœuvre, c'est le dernier kilomètre. On ne disait pas ça à son époque, mais c'était bien comment est-ce que les personnes en bénéficient. Et donc, c'est cette science qui tourne autour de, notamment de la logistique de la santé. Et pour l'anecdote, quand il y a eu au printemps 2020 le confinement, la pandémie, il y a beaucoup de lignes aériennes qui se sont arrêtées avec l'Afrique, puisque ça a été dit que 70% des médicaments sont importés par l'Afrique. Et donc, l'Europe s'est retrouvée à faire un pont aérien avec l'Afrique, avec le commissaire européen humanitaire, avec le centre de crise ici français. Et on a un dispositif à Lyon qui s'appelle Bioport, un plateau logistique humanitaire qui a été sollicité. L'aéroport a été ouvert parce qu'effectivement, des médicaments, parfois de maladies rares, etc., nécessitaient d'être importants en Afrique. À l'époque où il n'y avait plus que Emirates et Turkish qui volaient parce que bon, c'est un détail logistique, mais toujours la question d'accès, des personnels, et on ne va pas développer ça, mais c'est un sujet complémentaire de ce qui a été évoqué. La transition va être certainement avec les AMR, avec les résistances antimicrobiennes, qui sont un bon exemple une seule santé, en fait. Hein. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant le printemps 2020 où nous étions à domicile, les uns les autres? Il y avait des discussions informelles entre experts. Donc, ce que j'appelle entre experts, voilà, les uns les autres, touchant de près ou de loin à la santé ou à l'humanitaire, je dirais toute action confondue, publique-privée, à se dire, mais en fait, on est trop en silo, mais en fait, on savait bien qu'on risquait d'avoir à nouveau une pandémie, on savait bien que, enfin voilà, dans ces moments-là, que ce soit des académiciens, des gens de l'ONG, donc beaucoup de discussions. Et à Lyon, Jean-Pierre Clavran, qui préside la Fondation Gulbenkian, le monde me dit il faut formaliser, il faut passer de l'informel de nos discussions à la formalisation. Donc, on a créé cette fondation Une santé durable pour tous comme un plan de travail, je dirais, puisque c'est une utopie, une santé durable pour tous, après tout. Et la vocation de cette fondation, c'est d'accroître le dialogue et les projets innovants entre acteurs publics et privés concernés par une santé durable pour tous. Voilà la raison d'être. Donc, elle est très large, mais vous voyez, le cœur du dispositif, c'est d'accroître le dialogue et les projets innovants entre acteurs publics et privés. C'est évident, mais c'est tellement compliqué à faire. Quand on parle d'équipe France, ce n'est pas toujours simple. Alors, moi aussi, je pourrais citer Romain Jacquet, parce qu'il fait un très bon travail, et on a organisé un événement en Chine avec lui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a eu la formalisation de 10 groupes, enfin, de groupes de travail internationaux. Tout ça, c'est fait en 2021. Donc, avec un forum, One Sustainable Health. Donc, c'est parti de la science. Et tout part de la science. C'est-à-dire, on part de la connaissance scientifique, mais tout azimut. Et effectivement, traditionnellement, voilà, on dit
disait sans frontières entre la médecine animale et humaine, mais il manquait cet aspect environnement, climat, biodiversité, tous ces aspects-là, qui est, si je schématise au niveau mondial, au niveau professionnel, une autre famille. Il y a des familles qui se côtoient dans la santé, puis il y en a d'autres qui sont un peu plus éloignées. Donc, pour avoir fait pas mal de COP dans le passé, y compris encore, c'est à la COP de Glasgow, je crois que c'était 2008, Glasgow, où il commençait à avoir un peu plus de santé dans le débat. Je sais que Bill Gates disait il y a quelque temps qu'il faudrait une COP santé. Personnellement, je ne le pense pas. Je pense qu'il faut une COP unique, parce qu'on a une seule santé. La santé de la planète, c'est notre santé aussi. Et donc, ce qu'il faut arriver, c'est des convergences. Après, il faut des spécialités. Tout n'est pas dans tout. Enfin, c'est là où c'est complexe. Il faut des spécialités, des verticalités. Mais là, on parle d'horizontalité. Et donc, nos scientifiques, les académiques qui se sont librement engagés dans cette démarche du forum, ont défini, vous le trouverez sur Internet, une approche qui prenne en compte Planetary Health, qui vient plutôt du climat de diversité, One Health, traditionnel, santé humaine animale, et les ODD. C'est-à-dire tout ça, c'est dans la marmite, et c'est le plan de travail pour regarder les choses de façon un peu plus holistique, avec des recommandations opérationnelles. Donc, voilà, c'est beaucoup là pour faire ça, mais effectivement, les AMR, voilà, ça a été rappelé, les faux médicaments, les faux tests aussi, le diagnostic, voilà, tout ça, ça crée des mondes dangereux où il n'y a pas de qualité, il n'y a pas de contrôle de qualité, il n'y a pas de gestion de stock. Enfin, et peut-être que un des plans de travail, et même peut-être pour le spécialiste, entre l'Europe et l'Afrique, hein, avec à l'image, par exemple, j'avais suivi, quand j'étais chez Mérieux, le transfert de la production de tests rapides, ça donnait le projet Theatropix à l'Institut Pasteur de Dakar. Ça a été compliqué, très, très, très complexe. Et il fallait l'engagement de personnalités comme un Mérieux qui s'engage lui-même, parce que la compliance, à un moment donné, fait que les responsabilités, même si vous transférez, in fine, vous connaissez tous ces principes-là, donc ce n'était pas simple. Mais Amadou Sall, le directeur de Pasteur Dakar, à l'Institut Pasteur de Dakar, a pu bénéficier. Donc il y a des modèles peut-être à améliorer, puisque l'Afrique émerge aussi, hein, d'une certaine façon, avec des investissements. Et peut-être que pour l'Europe, l'Afrique est un enjeu de nouvelles alliances dans cette question de santé médicaments. Alors, concrètement, et je vais m'arrêter sur ce point-là, que fait cette fondation? Elle n'est pas riche. Elle est riche que de l'humain, des gens engagés. Elle soutient, en fait, elle est abritée maintenant, parce que Yasmine Belkaïd, la nouvelle directrice de Pasteur, qui est arrivée l'an dernier, dans un souhait de renforcer le lien entre science et société. Elle nous a proposé de nous abriter à l'Institut Pasteur, donc on met depuis le 4 juillet, cette fondation. Et cette fondation, en fait, elle soutient ce forum One Sustainable Health. Il y a à peu près une trentaine de pays. Et il y a aussi des ONG, des associations locales. C'est le GLOCAL, ce qu'on appelle le global et local, pour tenir compte des expériences d'un pays à l'autre, que ce soit le Bangladesh. Un des gros piliers de ce forum, il y a la Chine, la Chinese Academy of Science, notamment ces départements environnement, etc., sont très, très, d'où la table ronde organisée par la conférence à l'être humain Jacquet, l'ambassade de France, c'était il y a quelques mois. Il y a la Fiocruz, l'Institut Oswald de Cruz au Brésil, bien sûr, il y a le Pasteur, il y a le Karolinska Institute, la Charité, et puis il y a une myriade de différentes structures. Alors voilà, ça discute, ça fait des propositions, et chaque année, on a un événement annuel. On a commencé au Musée des Confluences à Lyon en 2023, et d'ailleurs, on avait commencé avec des artistes qui illustraient les thèmes scientifiques, puisque la culture, c'est aussi la santé. Donc effectivement, on peut avoir parfois des approches étroites sur les maladies, mais ce qui est intéressant, c'est de regarder les personnes ou les communautés et ce qui touche leur santé. Et bien sûr, le médicament est un des aspects, est un des outils, des vaccins, mais pas uniquement, en fait, dans le contexte. Et ce qui est très intéressant, mais je ne vais pas trop développer, mais c'est, comme tout part de la science, c'est de voir que quand l'académie, la discussion s'élargit, on tire des enseignements. Parce que quels seront les produits de demain? Comment vont-ils surgir? Comment vont-ils croiser plusieurs facteurs? Vous voyez, les allergies, les pollutions, tout ce qui est les pollutions chimiques de l'eau, etc. Donc, quelles vont être les réponses? Vous voyez, et je pense qu'il faut que les professionnels de l'industrie soient attentifs à tout ce qui se communique, puisque l'ADN est dans le végétal, l'humain, l'animal, que quand tout ça bouge, ça a des influences biologiques depuis toujours. Et donc, on voit des choses, des croisements assez intéressants. Donc, on a l'événement annuel, et à la clôture de l'événement de 2023,
la ministre d'État à l'époque, Awa Marie-Colsec, a souhaité nous a invités à Dakar. Donc, nous étions à Dakar pour notre événement annuel en octobre. Nous revenons à Lyon et nous serons donc, notamment le 3 novembre pour la journée mondiale One Health. Parce que maintenant, les Nations Unies ont décrété qu'il fallait une journée mondiale One Health. Et donc, on aura des plénières, des workshops et on lance la fabrique One Health. Alors, en fait, la One Health Factory, c'est quoi? C'est justement d'accroître les projets innovants opérationnels. Et pour ça, des personnes comme Éric Lelouch, qui était l'ancien directeur de Boehringer, qui est maintenant le président de Young Pole, sont des personnes clés avec d'autres. Et Sanofi, la Fondation S est très active dans notre forum. Jérôme qui est là aussi. Voilà, c'est un ensemble d'acteurs. Parce que nous, on soutient en fait l'initiative. Et on voit bien qu'on a besoin de raisonner notre santé humaine, celle des animaux, de l'environnement, que ça marche ensemble. Et la science nous le dit, après, c'est nos pratiques qu'on doit adapter. Donc voilà, on va lancer à cette occasion la fabrique One Health. Et puis, alors, tout ça, Jérôme en est témoin, puisque en 2022, pour revenir sur vos questions, quand la France présidait l'Europe, il y a eu une session à Lyon avec les ministres européens de la Santé et des Affaires étrangères ensemble, et on s'est mobilisé à travers l'Europe, les réseaux, pour effectivement comment construire une Europe de la santé, avec cet aspect aussi, voilà, une seule santé. Et ça nous a amené à être le lendemain, on a reçu un coup de téléphone, à pouvoir présenter cela devant les 27 ministres européens de la santé. N'étant pas académique, j'ai souhaité être accompagné, et c'est le professeur Ole Peter Utterson, qui était le président du Karolinska Institute, qui est venu. On était ensemble. Donc on voit qu'on est dans ce dialogue. Et là, récemment, j'étais dans une réunion la semaine dernière avec une conseillère du président Macron, puisqu'il a souhaité qu'il y ait un One Health Summit gouvernemental au deuxième semestre. Donc, cette prise en compte qu'il y a des choses pour notre santé qui marchent ensemble, qui se connectent, parce que je vais m'arrêter là, parce qu'on peut en développer, après on peut développer tout ça, c'est un domaine intéressant, et il est intéressant de voir qu'on travaille beaucoup avec les Allemands, voilà, depuis le début, ils sont très investis, mais la Chine est un moteur qui monte en puissance parce que pour eux, l'environnement, enfin, ils résonnent dans cette santé globale quelque part. Hein. Voilà. Et soft power. Je pense qu'il y a les deux. Ils ont conscience du problème, mais aussi c'est un moyen de. On a la même. Bien sûr, bien sûr. Je pense que ça ne marche pas. Non, mais ce n'est pas plus bon. Je demande, oui, alors merci parce que j'allais vous poser la question justement comment cette réflexion et production de connaissances et de s'inscrit dans le plan européen, parce que c'est quand même, Alors, on a tendance à réfléchir au plan européen, mais vous avez répondu à la question là, que vous posez. Ah non, par exemple, Jérôme en a été témoin. Il y a eu une nouvelle stratégie européenne en santé mondiale, comme la France, mais là c'était l'Europe, et on a pu effectivement faire remonter à travers la mobilisation. Il y avait le réseau Eurordis, hein, c'est le réseau européen des maladies rares, etc. Des tas de réseaux se sont. C'était Yann Lecam à l'époque qui était impliqué, mais je crois qu'il a quitté. Il y a eu différents réseaux qui se sont accordés sur leurs priorités. Donc, c'est un document de 6 pages qui est venu de. Et en fait, c'est une démonstration, puisqu'on est au cœur du public-privé aussi, je pense, parce que voilà, Access Market veut dire. On n'a pas parlé de régulation, on n'a pas parlé de réglementation. Mais c'est toujours un sujet intéressant, la réglementation. Qui décide que dans tel pays, voilà, la règle, elle est mise là, elle n'est pas là, on pourrait développer beaucoup de sujets à ce niveau-là. Mais un des points clés, il me semble, dans cette affaire, et qui réside où on a encore des marges de progression, c'est dans cette collaboration publique-privée. Juste global products, mais local market access. C'est vraiment. On a parlé sur le seule santé, on a parlé des initiatives françaises comme Présode. Bon, Présode est orienté sur les zoonoses. Ce n'est pas que ça, hein, bien sûr, une seule santé, mais ça en fait partie dans la prévention des épidémies pandémiques. Sur le plan européen et la stratégie, nous sommes organisés, alors c'est dans la sphère aide publique au développement, avec la DG INPA et son programme Global Gateway et des financements, 300 milliards, hein, Global Gateway dans tous les secteurs, mais
il y a 150 milliards pour le développement humain, dont la santé. On a ce qu'on appelle des équipes Europe, des initiatives équipes Europe, des Team Europe Initiative, TEI. On en a 5 en santé pour les pays à revenus faibles et intermédiaires, essentiellement l'Afrique. Et on en a une notamment sur les approches une seule santé, la prévention des résistances aux antimicrobiens. Donc, c'est un exemple. On en a d'autres sur l'Alliance des instituts nationaux de santé publique pour intégrer durablement des réformes en santé. On en a une autre sur les capacités de production de vaccins. Je vais revenir sur les capacités de production locale. On en a beaucoup parlé, c'est souvent vu comme l'instrument essentiel pour régler les choses de l'accès au vaccin. Ce n'est pas vrai. Oui, mais même régional. Alors, les Team Europe et la France appuient des capacités de production, notamment de vaccins au Sénégal, je l'ai dit, en Afrique du Sud, au Rwanda, mais ça ne marche pas. Et ça ne marche pas en Afrique du Sud pour la raison suivante, alors c'est très original, enfin, c'est quand même édifiant. C'est-à-dire que suite à la crise Covid, bien sûr, il y a eu une urgence et une demande forte de capacité de production locale de vaccins, mais les vaccins qui sortent, par exemple, en Afrique du Sud de Biovac, qui est le principal, qui fait du travail d'excellente qualité, mais ces vaccins sont trop chers, et du coup, les autorités de santé sud-africaines achètent à l'Inde des vaccins, et Biovac ne sait plus trop quoi faire pour écouler ces vaccins. Donc, vous voyez, il n'y a pas de solution miracle, il y a de bonnes intentions, mais si elles sont traitées seules, individuellement, ça ne règle pas totalement les affaires. Il faut vraiment avoir une approche beaucoup plus globale et fine des problématiques. L'autonomie de production et d'approvisionnement a un coût, encore faut-il le financer. Peut-être, si je peux vous permettre, un commentaire sur ce qu'a dit Benoît. Le monde, aujourd'hui, est un monde qui est un monde à l'horizontalité. Hein. Le sujet, c'est de connecter toutes les verticales. Et le deuxième élément, c'est évidemment, sur beaucoup de sujets, notamment dans les pays émergents, c'est comment on établit un dialogue constructif au service des patients à travers des partenariats publics-privés. Hein. Si je regarde un petit peu mes 25 ans de carrière dans l'industrie pharmaceutique, plutôt mes 30 ans malheureusement, il y a énormément de discussions. Quand j'étais, je vois un certain nombre de gens dans la salle, quand j'étais patron de Sanofi Pasteur, avec par exemple Butantan au Brésil ou un certain nombre d'autres instituts dans les pays émergents. Hein. Donc, comment on construit des partenariats publics-privés qui permettent d'avancer. Et c'est la valeur du One Sustainable Health Forum qui permet de se faire rencontrer des gens qui travaillent plutôt dans leur silo. Hein. Et donc, c'est un moyen extraordinairement puissant d'assurer l'horizontalité, donc l'approche holistique sur des sujets qui sont des sujets globaux. Merci beaucoup. D'autres commentaires, parce que je vois qu'on donne la parole à la salle et on attend des questions. Des questions? Oui, des questions là. Alors, peut-être qu'on a un petit souci de... Le président a la gentillesse de passer le micro, s'il marche. Veuillez vous présenter, donner votre nom et votre fonction, si vous voulez bien, et puis être bref dans vos questions, pour ait le temps pour... Une question de Virginie. Voilà. Bonjour, Virginie Lefebvre-Dutignac. Je suis en charge du secteur santé chez EY. On a beaucoup parlé des raisons pour lesquelles la Chine était devenue plus performante. J'ai entendu aussi qu'on a beaucoup moins d'innovation en Europe. Sans la machine. Sans la machine, je pense que vous allez voilà, avoir. Ça va aller. Alors, et pourquoi en Europe on a perdu le terrain vis-à-vis des US et de la Chine? Je disais ce matin que certains pensent que l'entrée en vigueur du nouveau règlement, le règlement sur les essais cliniques va faciliter à nouveau ces essais cliniques peut-être sur des phases précoces. On a eu toujours ces discussions sur harmoniser les données pour les HTA au niveau européen pour aller plus vite dans l'accès au marché. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi
Et dans cette approche globale, comment on fait pour remonter la pente? Pardon. Oui, bon, d'abord, l'Union européenne, c'est un assemblage de pays avec des cadres réglementaires, même si. Alors, c'est vrai que bon, dans le traité de fonctionnement de l'UE, la santé n'était pas une compétence de la Commission, mais l'Europe de l'Union se construit, et se construit très vite et bien, avec un espace européen de données de santé depuis peu, avec des réseaux européens de référence, cancer, maladies rares, Ordis connaît ça très bien, et puis avec un paquet pharma qui est en cours de négo. C'est difficile parce que, comme j'ai dit, on oppose souvent compétitivité, c'est-à-dire aussi durée de protection des données réglementaires et de propriété intellectuelle, et puis accès en se disant, si on réduit la période, ça va favoriser l'arrivée des génériques moins chers pour des États membres qui ont moins de moyens peut-être que la France, l'Allemagne et d'autres pour s'offrir ces médicaments. Mais bon, moi je reste confiant, surtout dans la situation actuelle, sur la capacité de l'Union européenne à simplifier les choses, à allier accès et compétitivité. Il ne faut pas rougir de ce qui sort, non seulement en termes d'innovation et d'invention de la part des pays de l'Union. Il ne faut pas rougir non plus de notre capacité à être solidaire avec d'autres régions du monde. Et donc des partenariats interrégionaux entre l'UE, l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine vont devenir extrêmement utiles et intéressants. Il y a encore beaucoup à faire dans d'autres régions du monde, et même dans des pays où il n'y a qu'une seule réglementation, c'est peut-être plus facile, comme la Chine, dans les États-Unis. Les chiffres économiques ont été cités pour la Chine, mais les États-Unis, c'est pareil, mais masquent des réalités d'inégalités qui sont énormes. Je veux dire, entre la Chine de l'Ouest et la Chine de l'Est, sur l'accès aux médicaments, entre des populations, des sous-groupes de populations, entre les hommes et les femmes, un peu partout dans le monde, il y a encore du boulot à faire. Et ben, nous serons les premiers pour avancer sur ces enjeux, en tout cas au sein de l'Union européenne. Après 20 ans en Chine, je vous rassure, je préfère l'Europe et il n'y a aucun doute là-dessus. Je renverrai vers le livre, je reviens encore une fois. Tu m'inviteras encore une fois, c'est ça? Dans le cas, je pense qu'on passe un temps certain à vraiment creuser sur les fondamentaux. Et une de mes découvertes, mais je pense aussi des miennes, c'est que les systèmes de santé sont fondamentalement locaux. Pourquoi? Parce que pour moi, ça l'était un peu. Parce que c'est là que se prennent les décisions, c'est là qu'il y a l'argent, et que donc, comme ce n'est pas une compétence européenne, ça devient donc ça reste trop local. Pour moi, sur ce que vient de dire Jérôme, je vais rajouter deux points. D'abord, en tant que citoyen, nous avons une opportunité extraordinaire d'avoir plus d'Europe et rapidement, parce que je pense que là, on prend des coups, donc il faut avancer et le faire en matière de santé. Je pense que ce serait très bien, et je crois que les industries de santé et les filières auraient beaucoup de choses à dire. Peut-être bien que Olivier nous dise un peu ce qu'il pense de ce point de vue-là. Je pense qu'il y a une opportunité qui est des choses à faire. Maintenant, non, parce que la question de même, c'était l'innovation. Je vais rectifier un peu le terme. Je pense que ce qu'a réussi la Chine, bon, c'est attirer une partie de l'innovation chez elle, mais elle n'a pas disparu chez nous. La grande différence, c'est que c'est tout ce qu'il y a après. L'innovation, ce n'est pas l'invention. Or, la taille du marché financier, les mécanismes pour emmener les inventeurs vers l'innovation sont beaucoup plus puissants. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. En d'autres termes, on va parler en mauvais français, mais le scale-up et l'investissement, enfin, une toute petite image, parce que je fais le tour de pas mal d'amis en ce moment, parce que j'ai le plaisir d'être en France pour quelques semaines. Patron d'une biotech française qui me dit tout content, ça y est, on a passé à la prochaine étape. J'ai annoncé que je donnais des stock options à mes employés américains et français. Les Américains ont sauté de joie, ont hurlé, ouais, super, on y va, on continue. Et les Français, ils ont dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Moi, je vais discuter à la fin de l'année, c'est tout. Enfin, il y a une différence de mentalité, et je pense que là, il y a quelque chose à développer en termes de mécanismes d'entreprise pour développer les innovations. On est d'accord, mais peut-être que oui, Oui. Olivier va avoir un Oui, peut-être 2 ou 3 commentaires supplémentaires. Le premier, c'est le sujet de l'Europe. J'ai été peu exposé, si ce n'est peut-être ces 5 ou 6 dernières années, à l'Europe dans ma carrière professionnelle. J'étais patron de la filiale France. Je n'ai jamais été
patron directement d'un pays européen. Ce qui me frappe dans les conversations que je peux avoir à Bruxelles, c'est que le sujet pour l'industrie d'innovation, hein, le sujet, c'est vraiment un sujet de compétitivité. Ce n'est plus le sujet de EU Single Market. Hein. Bien sûr, le sujet d'accès, et Jérôme l'a souligné, aujourd'hui, le monde n'est pas parfait. On sait très bien que dans un certain nombre de pays européens, les patients n'ont accès qu'avec retard. Hein. Les chiffres qui ont été sont exactement les mêmes chiffres que j'ai en tête. 126 jours entre l'approbation à l'EMEA et la disponibilité sur le marché allemand, 820 jours en Pologne. Hein. Donc, oui, il y a évidemment des choses qui ne sont pas parfaites et on en est bien conscient. Mais le sujet principal, c'est le sujet de la compétitivité. Alors, le sujet de la compétitivité, c'est quoi, hein? C'est à être dans un écosystème, hein, qui soit un écosystème large. Je suis, et vous l'avez rappelé, président du comité international de l'EFPIA, je vois bien que toute discussion stratégique en Europe est compliquée parce qu'elle se fait à 27, hein, et souvent, hein, avec des règles d'unanimité. Et je pense souvent aux mêmes discussions stratégiques qui peuvent avoir lieu à Pékin ou qui peuvent avoir lieu à Washington. Et vous vous rendez bien compte que, j'allais dire que malheureusement, elles ne sont pas de la même nature. Le troisième élément qui me paraît important, c'est que je reste, moi, fondamentalement européen, hein, et aujourd'hui, l'Europe est, entre guillemets, la powerhouse de l'industrie pharma mondiale. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les exportations qui sont faites aux États-Unis, 30%, c'est la pharma. Hein. Alors, c'est très largement dû à l'Irlande, à la Belgique, à un certain nombre de mesures très innovantes, très incitatives, notamment sur le plan fiscal, qui ont été mises en place. Hein. Mais j'attire aussi l'attention que si des tarifs étaient mis en place, vous comprenez qu'elles pourraient conduire, hein, à la réorientation de stratégies d'investissement de certaines entreprises. Hein. Une entreprise comme Merck, hein, aujourd'hui, a son dispositif de production très largement en Irlande. Le dernier point que je veux souligner, et parce que je suis un optimiste, je crois qu'il y a pour la France, pour l'Europe et la Chine des possibilités de convergence dans le domaine de l'innovation. Hein. Je pense que les Européens sont très doués pour poser les bonnes questions. Hein. Et je pense que travailler avec la Chine, qui est incontestablement douée pour apporter des réponses aux questions, est quelque chose qui peut évidemment permettre la construction d'un écosystème européano-chinois. Le dernier point, qui celui-là aujourd'hui, et je vais laisser Eric commenter, mais me cause un certain nombre de soucis, c'est que je vois bien, quels que soient les mouvements de gesticulation, je vois bien combien les fonds d'investissement américains continuent à investir en Chine. Hein. Et je trouve les fonds d'investissement européens, alors bien sûr, ce n'est pas sur la même échelle, mais je les trouve très, très prudents. Alors que compte tenu du rapport, hein, et je dirais de l'inversion, hein, de la scène géopolitique, les entreprises européennes en Chine, hein, ont aujourd'hui, hein, vraiment une carte à jouer. Hein. Et je faisais tout à l'heure mention du voyage que j'ai fait avec le conseil d'administration de Sanofi. C'était très intéressant de voir la réaction, hein, des autorités chinoises accueillant une des grandes entreprises de la pharma européenne. Mais je laisse Eric peut-être commencer un peu plus tôt. Sur les fonds européens, et oui. Je pense que de toute façon, les fonds européens et les fonds américains ne sont pas de la même taille et ne bénéficient pas de la même puissance. Je veux dire, si nos retraites étaient capitalisées et que tout passait par le marché financier, boursier et autres, je pense qu'on serait beaucoup plus gros. Donc, je pense qu'il y a une position de départ qui fait que c'est malheureusement pas suffisamment comparable. Après, avec ce que l'on a, partant de l'existant, on est bon pour la phase 1, pour la phase 2, enfin, pour les premiers rounds, mais après, lorsqu'il s'agit de faire du gros,
malheureusement, on n'a pas les moyens et on ne travaille pas assez dans cette direction. Donc, peut mieux faire, mais je pense que ça revient, enfin, on revient à ce que je disais en aparté. L'Europe, il faut peut-être aussi l'accélérer à 2 ou 3 et que peut-être on trouverait des solutions sur ces sujets-là. Certainement, en tout cas, mon expérience, c'est que intervenir auprès du fonds d'investissement français dans le secteur, le tout début est financé et après, on vise d'abord les États-Unis parce que sur les États-Unis, on aura plus d'argent et donc les entreprises migrent. C'est quand même un peu dommage parce qu'on est quand même des innovants. Oui, si vous m'autorisez un dernier commentaire, c'est évident. J'ai fait ces dernières années un certain nombre d'acquisitions de biotech américaines. Ces biotech américaines, elles étaient évidemment d'abord, elles avaient pour l'objectif de se développer sur le marché américain. Et elles ne considéraient pas l'Europe, faute de ressources. Le marché sur lequel une société comme Sanofi s'adresse, c'est le marché de l'innovation. C'est ce que nous savons le mieux faire et c'est ce que nous faisons. Quand on regarde dans les 2030, le marché de l'innovation, c'est 60 à 70% aux États-Unis. C'est 15% en Europe. 10% en Chine et 10% dans le reste. Est-ce que la réponse n'est pas dans les prix? Alors, la réponse est évidemment dans les prix, et ça va être intéressant. Vous voyez que le président Trump, évidemment, dit, urbi et torbi, que ce sont les États-Unis et le système de santé américain qui financent l'innovation mondiale et qui, d'une certaine manière, permet à des Européens d'avoir accès à des produits pour lesquels le système européen ne contribue pas. Nous appelle gentiment passagers clandestins. Absolument. Oui, les passagers clandestins. C'était le même claim, si je puis dire, sous les présidents Bush. Donc c'est un vieux, et c'est une réalité. C'est une réalité du market access. Des financements. Donc, et d'où les difficultés d'accès aux États-Unis. Pour la plupart des citoyens américains, c'est quand même un casse-tête d'avoir une couverture pour accéder aux médicaments. Alors, je voudrais qu'on... Non, mais Eric, je veux bien... vous voulez intervenir ou il y a d'autres questions? Non, moi j'ai compris. Non, je crois qu'on ait des questions de la salle. Oui, on Madame a a levé la main aussi. Et là-bas, il y en avait déjà... On va peut-être grouper 2 ou 3 questions. Comme ça permettra d'avoir un panel dans la salle. Bonjour, je m'appelle Mamissou Rangers, je suis fonctionnaire des Nations Unies et j'ai eu à gérer les subventions du Fonds mondial en Angola, en RDC et à Sao Tomé et Principe. Et j'ai également eu à conseiller le ministère de la Santé en Angola sur l'usage des fonds, des prêts de la Banque mondiale et de la PEI pour le Covid. Donc, ce que j'ai pu voir, c'est que c'est connu, 60% des subventions du Fonds mondial servent à acheter des médicaments, à payer les frais d'importation, de transit, etc. Et quand les gouvernements africains ont la possibilité d'emprunter, là encore, c'est pour acheter des médicaments essentiels. Donc, ma question, et quand ce n'est pas les prêts ou les subventions, ces gouvernements-là sont à la merci des acteurs privés, des importateurs locaux. Donc, ma question a à voir avec la pérennisation, surtout au moment où quelque part une SAID ferme. Que faire? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'expérience chinoise, de la Chine d'il y a 20-30 ans? Je voudrais rester optimiste et voir ce que l'Afrique peut faire pour casser la dépendance et trouver les clés de la transition. On va prendre une seconde question, peut-être pour les grouper. Donc moi je suis médecin généraliste et je suis le PDG du bureau de l'ingénierie sanitaire et j'étais amené à travailler pour le ministère de l'industrie chinoise. Mais je me pose une question. Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas de l'Inde? On va en prendre une troisième. De l'autre côté de la salle. Ça va être équitable.
ces éléments hyper intéressants. Cécile Brice, 20 ans d'industrie pharmaceutique et en reconversion. Je suis étudiante actuellement en gestion et politique de santé avec M. Tabuteau, vice-président du Conseil d'État. Ma question porte sur les matières premières et les principes actifs. Donc, pas en lien avec les deux précédentes, mais un petit peu quand même. Souveraineté nationale, souveraineté européenne, est-ce qu'on est complètement has-been? Est-ce que c'est plus un sujet? Quel est l'enjeu? On fait comment? Parce que c'est quand même le cœur du sujet, ces médicaments, ces principes actifs. Vous en avez parlé avec les vaccins, évidemment, mais ça va bien au-delà. On fait comment pour rabattre un peu le monde vers nous, ou bien c'est plein de sujets. Merci pour toutes ces questions. Merci. On prend une dernière question. Non, je crois que ça fait déjà pas mal. D'accord. Ils ont dit que je pourrais dire. Alors... Ils sont bavards. Plein de choses à dire. Sur le Fonds mondial et sa branche française d'initiative, donc la France a toujours soutenu, continue à soutenir le Fonds mondial. Bon, il y a des questions de reconstitution du fonds et de financement. Mais sur ce que vous évoquiez et les capacités des pays, notamment africains, à acheter des médicaments ou autres, nous pensons, nous, en tout cas au ministère social, qu'il faut aussi travailler dans notre stratégie en santé mondiale sur le développement de toute la chaîne dans les pays du Sud. Toute la chaîne, c'est aussi l'innovation, la recherche et la protection de leur propriété intellectuelle. Il n'y a aucune raison, si vous voulez, que l'entrepreneuriat, l'invention et l'innovation ne sortent pas demain des universités africaines. On n'en parle jamais assez, on se focalise sur les capacités de production qui sont souvent du fill and finish de produits de pays riches, mais si nous voulons rééquilibrer les choses entre grandes régions du monde, entre la Chine, les États-Unis, l'Europe et l'Afrique, etc., il faut aussi, et c'est l'œuvre de notre action en tant que mondiale, rééquilibrer l'ensemble de la chaîne. La solidarité, c'est bien, mais quand ça devient de la charité, si vous voulez, à chaque fois qu'il y a une crise, c'est pas ça qui va régler l'accès aux médicaments et l'innovation, il va être compétition. De la compétition qui s'engage, on n'a pas parlé des guerres douanières à venir sur les industries pharma et le coût des médicaments, hein, parce que les médicaments utilisés dans l'Union africaine sont très souvent américains, donc on va voir les prix demain. Mais dans la compétition qui s'engage, il va sortir aussi des bonnes choses au niveau régional en UE, mais pas seulement en UE. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. Ça répond aussi à la question suivante. Alors l'Inde, je l'ai évoqué parce qu'on a un conseiller affaires sociales, Charles Mali, qui vient d'arriver, qui s'engage aussi à travailler sur un très grand pays, ça va être lourd aussi pour lui, sur des clubs santé et donc du bilatéral et du multi. Parce que quand on fait du bilatéral en santé avec un pays, on regarde aussi la région et le monde ensemble. Hein. C'est ça qui est aussi intéressant. On va travailler avec l'Inde de manière étroite, avec les mêmes types d'approches. L'Inde, c'est un partenaire effectivement très intéressant. C'est un grand génériqueur, c'est aussi un pays extrêmement innovant, qui a produit des vaccins et des équipements pendant la crise Covid. Enfin, voilà, il faut renforcer nos liens et diversifier nos liens, donc l'Inde comme le Brésil en font partie. Et puis, sur les... Alors, il y a une vraie question sur les API, les IPA, les ingrédients pharmaceutiques actifs, parce que c'est vrai qu'il y a des enjeux de souveraineté, mais ça présuppose un travail avec l'industrie chimique. Et ça, c'est une vraie réflexion à avoir. On n'est pas obligé de réintroduire en Europe la production des ingrédients pharmaceutiques actifs. En tout cas, il faut diversifier les sources pour notre souveraineté et des risques qui sont très liés aujourd'hui, ça a été évoqué par la présidence polonaise de l'Union, même des enjeux de défense, hein, des enjeux militaires, l'accès aux médicaments. C'est presque ça aujourd'hui. Hein. Il faut diversifier nos sources, on n'est pas obligé, on ne pourra pas tout. Et puis la production de ces ingrédients par l'industrie chimique a des impacts environnementaux très très lourds. C'est toxique, hein, la plupart de ces ingrédients. Donc il ne faut plus faire chez les autres, du moins il faut encourager les autres à faire mieux et à verdir cette production pour rééquilibrer les choses, parce que les citoyens partout ont les mêmes problèmes si l'eau est polluée, par ces ingrédients pharmaceutiques actifs.
Donc, il faut travailler avec les populations, les communautés, les autorités publiques pour verdir cette industrie. Mais ça suppose aussi de travailler avec la chimie, qui est un autre secteur. Verdir des productions à un certain coût. Quelque part, il faut pouvoir- Voilà. Oui, c'est un investissement plus qu'un coût pour nous. Mais, Je vais répondre sous forme d'onomatopée ou d'icône de mon point de vue. Les API, pour les récupérer en Europe, en tout cas en partie les cyclogéniques, c'est des contraintes, donc c'est des coûts. Donc, ça veut dire augmenter les prix ou en tout cas pas les baisser trop. Voilà. Enfin, je le fais un peu rapide, je représente l'industrie, j'en suis fier. Mais je pense que c'est important qu'on se le dise et qu'on fasse peut-être des choses dans ce sens. L'Inde, pour M. Cohen, dans le livre, alors, on ne travaille pas beaucoup sur l'Inde parce que ce n'est pas un gros marché. C'est un tout petit marché. C'est un très grand exportateur de génériques. De ce point de vue-là, c'est et qui progresse en termes de biosimilaires. C'est le prochain enjeu de. Certes, mais à date, c'est-à-dire au moment où on a tapé sur la dernière touche du bouquin, ça n'est pas un acteur important, en tout cas du côté de l'innovation. Qu'est-ce que l'Afrique pourrait prendre ou copier ou reprendre de la Chine? Moi, je vois deux choses. D'abord, la Chine s'est constituée un système extrêmement fort de collecte financière, donc ils ont financé leur système social de manière très forte, très compliquée, on pourrait passer des heures, mais en gros, ils ont mis en place un système, ils ont constitué un financement par eux-mêmes et ils ont pratiquement pas, ils ne sont pas beaucoup appuyés sur la charité, en tout cas très peu. Et en même temps, d'un point de vue industriel, il y a d'abord une phase extrêmement protectionniste. Je vous rappelle que le drug lag, pour parler en mauvais français, c'est-à-dire la durée entre l'obtention, l'accès d'un produit en Europe, aux États-Unis versus la Chine, à un moment donné, c'était 10 ans. Donc, il y avait vraiment un protectionnisme féroce. Et tous les acteurs industriels ici peuvent en témoigner. Ça a été une période extrêmement difficile. Ça n'est que récemment qu'ils ont accéléré tout cela en mettant un système. Il n'y avait pas les infrastructures réglementaires. Et voilà, c'est qu'il y a une première étape qui est, à mon avis, de protectionnisme bien organisé avec un système réglementaire local qui permet de mettre les choses au point. Et à partir de là, à mon avis, d'aller très rapidement vers l'innovation. Et c'est dans un deuxième temps. Olivier? Oui, peut-être. Je suis très heureux de la question que vous posez sur l'Inde. Et pour mettre les choses en perspective, en 2000, l'Inde et la Chine, pour nous, c'était la même taille. Aujourd'hui, la Chine, c'est 15 fois plus gros. Mais je reste, si je puis me permettre cette expression, un militant de l'Inde à long terme. Aujourd'hui, le marché local, c'est un marché de génériques, mais il est en train de s'ouvrir plus largement à l'innovation et pour deux raisons. La première raison, c'est qu'ils sont en train de mettre en place des systèmes universels de couverture, alors pour l'instant réservés à une certaine catégorie de la population, notamment les fonctionnaires et un certain nombre d'institutions. Ceci dit, tous les nombres en Inde comme en Chine deviennent importants. Et cette population qui a accès à ces institutions, c'est à peu près 170 millions de personnes. Vous voyez, donc c'est un tiers de l'Europe et ça va continuer à se développer avec des mécanismes de financement qui existent comme ceux qu'Éric vient de mentionner pour l'Inde. La deuxième, pour la Chine. Le deuxième élément, c'est qu'il y a évidemment en Inde une catégorie de population qui, à l'horizon de 2030, aura un pouvoir d'achat largement supérieur aux pays d'Europe du Sud. Et donc, il est évident qu'ils vont mettre en place un certain nombre de mécaniques, probablement assurantielles, mais pas exclusivement assurantielles, qui feront que pour moi, le marché indien, à l'horizon des, vous voyez que je suis prudent, 30, 40, 50 années, est important. D'autant plus que la démographie, évidemment, joue un rôle. À l'horizon de la fin de ce 21e siècle, la population chinoise aura été divisée par deux, de l'ordre de 700 à 750 millions d'habitants. La population américaine aura légèrement progressé pour tangenter les 400 millions. La population européenne aura diminué. La population indienne aura continué à croître. Donc vous voyez, pour un groupe comme le nôtre, être présent à très long terme en Inde est quelque chose d'important. Avec une nuance quand même, c'est
une des conditions, c'est la poursuite de l'évolution favorable de la propriété intellectuelle, auquel je crois personnellement, parce que je fais une analogie avec ce qui s'est passé en Chine. La formidable évolution ces 15 dernières années de la Chine, hein, c'est d'abord une position politique, c'est-à-dire que les dirigeants chinois, et en particulier le président Xi, veulent s'assurer que les Chinois ont accès, comme les Européens et les Américains, aux meilleurs médicaments, hein, vous voyez, aux médicaments innovants, une position évidemment politique, mais aussi une position qui consiste à dire que les Chinois veulent jouer un rôle dans le marché mondial de l'innovation. Hein. Et on sait très bien que dans cette industrie, les progrès sont cumulatifs, on ne va pas dire exponentiels, et donc accueillir, comme ils l'ont fait toutes ces dernières années, les multinationales avec des nouveaux produits, c'est le meilleur tremplin pour les biotech chinoises de demain. Et je pense qu'en Inde, à un moment ou à un autre, ça se jouera comme ça. Ce n'est évidemment pas dans un temps court, mais c'est dans un temps long. Merci beaucoup de ces précisions. Didier, on a à peine de temps pour les questions. Pour Didier, on peut prendre une question. Alors, elles sont pas courtes, hein. Allez. Parce que là, Merci Annie, donc Didier Leroux, je suis président du G5 Santé. En fait, je suis plutôt optimiste, mais je voudrais dire quand même qu'il faudrait qu'on accélère sur la partie politique de compétitivité. Et quand on voit ce qui se passe aux États-Unis avec une politique brutale de Donald Trump, où aujourd'hui on demande, on incite aux entreprises de les relocaliser leurs usines aux États-Unis, et les tarifs douaniers vont l'inciter. Il y a une annonce aujourd'hui du président de Pfizer, c'est-à-dire je vais fermer des usines en Europe pour les rapatrier aux États-Unis. Quand Terry nous montre toute l'innovation qui se développe en Chine, et Olivier nous dit ben, on regarde la Chine, on va nous développer, etc. Déjà que l'Europe décline, on l'a mis à rappeler les chiffres. Si demain on n'a plus d'usines, moins d'usines en Europe, et que l'innovation a par ailleurs en Chine et aux États-Unis aussi, qui est aussi le cœur de l'innovation, ben, pour notre Europe souveraine en matière sanitaire et industrielle, ben, il y a pas mal de propositions dans le rapport Draghi qui est excellent, qui montre en avant que l'industrie de santé elle est stratégique pour le continent. Mais les rapports, c'est bien, maintenant, il faut passer aux actions. Et vous savez ce que les questions, peut-être juste pour terminer, vous savez un peu quels sont les motos qui circulent. Les États-Unis, hein, les États-Unis innovent. La Chine, d'une certaine manière, c'est moins vrai, copie. Et l'Europe régule. Bon, c'est une conclusion très positive. Alors, je pense qu'il va falloir qu'on s'arrête parce que nous avons encore un intervenant. Nous resterons convaincus, ministère, c'est sûr que la compétitivité de la place européenne se distinguera d'autres types de compétitivité si elle intègre les enjeux du socle européen des droits sociaux et les investissements sur l'avenir, y compris une seule santé. Parce que c'est ce que demandent dans le monde entier les populations. Merci de cette conclusion qui peut peut-être nous rassurer. Donc, nous allons céder la place. Je vais vous demander de libérer et Christophe va rapidement présenter Daniel Benamouzi, qui va être notre grand témoin. C'est pas facile, hein? Bon courage, Daniel. Merci, Annie. Merci à tous nos intervenants. Alors, merci à tous les la franchise des échanges. Nous concluons avec l'intervention de Daniel Benamouzi en qualité de grand témoin. J'ai la lourde charge de le présenter et naturellement ce sera impossible d'être exhaustif au regard de sa riche carrière. Je me pardonnera, cher Daniel, être synthétique. Sociologue, spécialiste de la santé, spécialiste de l'économie, spécialiste de la gouvernance institutionnelle. Daniel Benamouzi est diplômé de l'ESCP, il est docteur en sociologie et titulaire également d'une thèse de sociologie en Sorbonne. Il a été chercheur dans de nombreux organismes en France et à l'étranger. Il est aujourd'hui directeur de recherche au CNRS, titulaire de la chaire santé de Sciences Po et donc co-organisateur de cet événement aujourd'hui, et également chercheur au Centre de sociologie des organisations.
Il faut également souligner qu'il a été nommé membre du conseil scientifique Covid-19 auprès du gouvernement, présidé par le professeur Hidel Fressi, qui est nommé en 2020 à ce rôle stratégique. Et il préside également le conseil scientifique de l'École des hautes études en santé publique depuis 2021. Il est l'auteur de très nombreux articles et de 3 ouvrages, et impliqué également dans les politiques de recherche scientifique en matière de santé. Je ne suis pas exhaustif, comme le temps passe, et je lui passe la parole pour conclure cette soirée. Il n'y a pas lieu d'être voilà, plus disert sur le sujet. Moi, je voulais juste d'abord vous remercier pour la qualité, la richesse des échanges. Je pense que vous avez tous eu, comme moi-même, plaisir à ces échanges et à ce partage. On a parlé à un moment donné de la Team France. Je remarque que la Team Sciences Po, d'une certaine manière, sur les questions de santé, se renforce à travers ce type d'initiative entre les amis de santé, la chaire santé, d'autres composantes qui ont aussi été citées. Puisqu'on est un tout petit peu corporate ce soir, je me souvenais qu'on a probablement une capacité qui n'est pas encore complètement déployée dans toute sa capacité. Il y a encore beaucoup à faire, et donc j'espère qu'on aura d'autres occasions de collaborer sur différents sujets. Je trouve que ces 2 séances qu'on a eues autour du médicament étaient de ce point de vue-là très réussi et source d'optimisme dans ce sens-là. Si on avait été un tout petit peu plus féminin, on aurait probablement été aussi dans une perspective mieux partagée. J'espère qu'on pourra faire des progrès dans ce sens-là. Je vais, de manière très absolument, et on est, je voulais de manière assez subjective faire un certain nombre de remarques, de choses qui m'ont peut-être frappé dans les échanges. Je vais être assez court, parce que, comme disaient certains, je m'occupe de la place Colombiable d'être entre la salle et le buffet qui nous attend, et donc je vais essayer de faire court. La première remarque, c'est qu'on l'a bien vu, quand on parle du médicament, en réalité on parle de tout le système de santé, et à chaque fois qu'on en a parlé, on allait vraiment dans cette direction-là. On a commencé ne serait-ce que sur ce qui a été dit sur le système ghanéen, par exemple, et l'importance d'envisager justement à l'échelle du système de santé une capacité à diffuser à un moment donné des financements, tout ce qu'on a dit sur le Club France en tant qu'une filière d'ensemble, etc. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'abord qui est frappant et qui mérite d'être souligné. Et puis de la même manière, quand on a parlé de market access, en réalité, on parlait de toutes les politiques publiques autour de santé, très rapidement, autour des questions de solvabilité, de health coverage, on ne peut pas dissocier techniquement ces éléments-là. Et je dois dire, puisque moi aussi j'ai envie de parler un petit peu du livre, que c'est un exercice qui est réussi dans l'ouvrage, que je vous invite à lire. Il est particulièrement agréable à lire, particulièrement bien informé, particulièrement clair, et je vais y revenir tout à l'heure au-delà des politesses d'usage en la matière, et qui sont, croyez-le, bien sincères de ma part. Ce qui m'a frappé aussi, c'est, comme chacun d'entre nous, on est parti assez fort sur cette question de la géopolitique, sur la question d'un changement de coordonnées, que parfois on perdait un peu de vue en revenant sur des paysages un petit peu plus traditionnels, du multilatéralisme, je pense que là, il y a matière à réflexion, il y a matière à un positionnement assez clair. On a affaire en très très peu de temps, et ça a été dit d'emblée, à un véritable changement de coordonnées. Et quelque part, tout ce qui a été dit sur la Chine, sur les États-Unis, et le fait d'avoir peut-être accordé un petit peu moins d'importance, non seulement en termes de taille de marché à l'Inde, mais aussi en termes de coordonnées de notre réflexion, je pense, en témoigne assez largement. On rentre dans une logique où on devra situer ce qui se passe en Europe par rapport à une logique de bloc, et par des logiques assez dures, assez violentes, qu'il va falloir intégrer, et qui changent quand même remarquablement par rapport au débat qu'on a eu traditionnellement sur les questions de santé globale, sur les questions sur le médicament ou sur d'autres questions. Lorsqu'on a commencé, puisqu'on parlait de Sciences Po, quand on a commencé à introduire les questions de santé globale à Sciences Po, on réfléchissait dans le cadre du multilatéralisme, des ODD, du rôle de l'OMS, qui est une période qui est déjà en réalité assez loin. À l'automne dernier, c'est pas si loin, on avait organisé, Jérôme y avait participé, c'est un autre qui y avait assisté,
une soirée où on posait ces questions sur la santé globale. On sentait très avant les élections, on n'était pas allé jusqu'aux États-Unis pour réfléchir à ces questions-là. On sentait évidemment ce changement d'ambiance, on l'a problématisé, mais on était encore dans un moment d'hésitation. On soulignait le caractère politique de ces questions-là. Là où peut-être auparavant on aurait souligné davantage des enjeux juridiques sur la propriété intellectuelle, sur les grands traités, etc. Donc la dimension politique était déjà beaucoup plus prégnante, mais les différents intervenants soulignaient l'importance, particulièrement lorsqu'on se positionne en termes européens, de faire prévaloir le multilatéralisme, de faire valoir les règles historiques, si on peut dire, de ces questions-là. Je crois que, y compris les discussions qu'on a aujourd'hui en témoignent, même si c'est de manière peut-être un peu soft, on a affaire à un changement de coordonnées, donc il faut tirer toutes les conséquences. Et il me semble qu'une des principales peut-être conséquences, c'est un raisonnement, et c'est déjà présent dans la stratégie française en santé globale, qui hésite d'une certaine manière entre une logique multilatérale et des logiques bilatérales. Le motus me semble être, le motto plus exactement me semble être la notion d'alliance. Avec qui est-ce qu'on fait alliance? Et c'est aussi beaucoup de ça dont on a parlé. Et ces alliances, elles méritent d'être regardées de manière un peu large. Je vais y revenir. Un autre point qui m'a beaucoup frappé, je ne serai pas très long, je vous rassure, c'est que tout ça induit, et c'est ce que j'essaye de faire à l'instant, peut-être aussi des décalages sur la manière de penser ces choses-là, sur les manières de réfléchir. On a parlé de mentalité à un moment donné, je ne sais plus qui le mentionnait en fin de discussion. Sur beaucoup de sujets, particulièrement en santé, qui sont des sujets où il y a beaucoup de technicité, juridique, scientifique, réglementaire, industrielle, etc., on a tendance à, et ça a été dit aussi par Jérôme, à penser fin. Et c'est vrai qu'il faut garder cette capacité à penser finement. En recherche, on en fait presque aussi un exercice, on se forme comme ça pour aller chercher les choses un peu finement. Je crains qu'on soit revenu à des périodes où il va falloir penser un peu plus gros, avec une maille qui est plus exactement celle à laquelle on est habitué. Pour faire une comparaison, ce qui s'est joué il y a quelques décennies pour des générations antérieures aux nôtres, avec un changement véritablement de pensée en termes économiques à l'époque, avec la production d'une nouvelle manière complètement nouvelle de penser en termes macroéconomiques, parce qu'il s'agissait de discuter sur des grandes masses. Il va probablement falloir introduire des raisonnements de ce type-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut perdre en finesse, ça ne veut pas dire qu'il faut perdre en vision, je commençais par là tout à l'heure, sur les liens, sur le caractère un peu systémique de tous ces problèmes-là, mais il va falloir à un moment donné aussi qu'on fasse sortir des images un peu fortes, un peu parlantes, un peu mobilisatrices, non seulement de toute la diversité des acteurs de nos filières, mais aussi pour embarquer les populations, mais aussi pour donner du sens à ces coalitions, à ces alliances qui peuvent se former dans ces logiques politiques de bloc. Et donc, il y a un enjeu, et ça, d'une certaine manière, si on se trouve vraiment à sa place et collectivement pour porter ce type d'enjeu-là, il y a un enjeu sur les manières de réfléchir, ce monde qui est en train de sortir de terre, et parfois de manière un peu désagréable, et un petit peu violente, mais dont on ne pourra pas faire l'économie. Un autre point qui m'a frappé, et ce sera mon avant-dernier point, un autre point qui m'a frappé, c'est le statut de la santé. Dans l'ancien paradigme, si j'ose dire, la santé, on l'abordait en termes économiques volontiers en ces termes-là, c'est l'objet d'un dilemme. Est-ce que c'est un coût? Est-ce que c'est un revenu pour d'autres? Est-ce que c'est un investissement? Comment est-ce qu'on relie tout ça? Quels sont les schémas de pensée qu'on utilise pour quantifier tout ça, etc., à l'échelle des entreprises, à l'échelle des nations, en prenant en compte les intérêts des uns et des autres, y compris les populations. On se rapproche d'un autre type de dilemme qui n'est pas encore complètement clair, qui n'est pas encore complètement posé, qui commence à l'être dans certains pays. Jérôme y faisait allusion tout à l'heure. Est-ce que la santé, c'est quelque chose qui va basculer d'un côté d'une géopolitique un peu désagréable de la défense, où il va falloir investir dans la santé parce qu'il va falloir, d'une certaine manière, procéder à une forme de renforcement de capacité, y compris dans des contextes difficiles? Ou est-ce que la santé, au contraire, et on n'est pas loin de ça, c'est quelque chose qui relève d'un modèle qui n'est pas forcément celui de la défense, sur lequel, à la limite, on peut prélever pour financer ce dont on va avoir besoin en termes de défense? Est-ce que c'est plutôt quelque chose qui relève simplement du modèle social? Et quelle est la place simplement de ce modèle social par rapport à ces enjeux-là? C'est aussi une autre forme de réflexion, un peu plus non seulement géopolitique, mais aussi macroéconomique pour y revenir. Et ces questions-là, elles sont tangentes, et on voit que les pays ne se positionnent pas exactement de la même manière sur ces
sur ces questions-là. Il me semble que là, il y a un enjeu sur savoir ce que c'est que cette santé, qu'on a pensé plutôt dans le cadre d'une géopolitique du bien-être, une économie du bien-être pendant d'assez longues décennies, et il suffit de remonter à quelques décennies antérieures pour savoir à quel point la santé est un élément décisif et stratégique sur les questions évidemment géopolitiques, militaires, dans d'autres contextes. Et pour finir, un dernier point qui m'a frappé, c'est à quel point, quand on reprend un peu ces questionnements en arrière-fond, les suspects habituels, si j'ose dire, les acteurs habituels de la santé, pour en prendre simplement quelques-uns, leur position est en train de complètement être définie elle-même. Les acteurs économiques, on voit bien, et vous en avez tous parlé à votre manière, ils n'ont de sens que dans le cadre de coalitions plus larges, entre acteurs publics, acteurs économiques qui représentent une zone. Donc on est dans des logiques de puissance, en réalité, on n'est plus dans des logiques strictement de concurrence, de division, de marché, etc., de rentabilité au sens classique du terme. On est dans des espaces qui sont complètement politiques de ce point de vue-là. Un autre acteur qui est l'objet même de l'ouvrage, j'y reviens, en soulignant au passage que cette manière de penser à grosse maille, d'une certaine manière, vous l'avez complètement endossé dans le livre, c'est-à-dire qu'on va loin dans le détail sur telle ou telle zone, mais vous laissez tout au long de l'ouvrage une vision d'ensemble de ces questions-là. Je trouve que c'est tout à fait remarquable d'avoir cette clarté du début à la fin sur ce type d'enjeu-là. Le deuxième acteur, au-delà des industriels, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, de ces logiques économiques. Paradoxalement, on en a un petit peu moins parlé, c'est la place des régulateurs eux-mêmes, des agences de régulation, des méthodes de régulation, des manières de donner l'accès aux médicaments sur ces bases-là. Quelle va être leur place? On peut imaginer qu'ils vont jouer un rôle de protection de certains marchés, etc. Mais regardons un peu aussi ce qui se passe aux États-Unis. On est dans certaines dynamiques en train de casser ces outils de régulation. On est en train de les faire perdre leur capacité d'expertise, leur capacité scientifique, leur capacité de surveillance. Et donc, quelle va être la place de ces acteurs de régulation dans ces logiques internationales, dans cette nouvelle grammaire? Elle n'est pas acquise d'emblée. On peut se retrouver dans une situation où, en fait, ce ne sont plus des acteurs qui font le marché ou qui constituent le marché. Il me semble que là, c'est une question qui est ouverte. Vous avez plaidé l'argument inverse avec d'autres types d'arguments, mais c'est juste pour souligner le caractère un petit peu difficile et rugueux de ces questions-là. Et puis, le dernier player habituel, et pas le moins important, Jérôme faisait référence à différents moments dès son introduction, c'est les populations elles-mêmes, traversées par des inégalités, traversées par des contradictions, traversées par des rapports devenus problématiques aux médicaments, avec des fake news, avec de la défiance, avec une volonté de tenir d'une certaine manière des ressources plutôt à l'écart. Comment est-ce qu'on fait pour les embarquer dans des politiques de santé, dans des politiques d'accès à certaines innovations, à certains services? Tous ces éléments-là sont des éléments de questionnement. On va dire qu'on va avoir pas mal de sujets à travailler dans les futures conférences. Moi, ce qui me semble vraiment important pour finir, c'est la notion d'alliance qu'on a vu décliner de différentes manières, avec qui, comment constituer les équipes, comment on se positionne, à quelles échéances, etc. Ça me semble vraiment central, et c'est aussi d'une certaine manière des savoir-faire que nos étudiants doivent apprendre pour faire fonctionner un petit peu toutes ces manières de s'organiser. Et la deuxième, qui est plus cognitive, c'est de repérer dans tous ces jeux-là les contradictions. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun acteur qui a une vision simple, en fait. Les acteurs économiques, ils n'ont pas les mêmes intérêts. Les acteurs géopolitiques, ils n'ont pas les mêmes intérêts. Les acteurs de régulation ont des intérêts qui sont parfois opposés, etc. Et toutes ces contradictions-là, c'est des espaces d'opportunité pour reconstruire, pour faire évoluer, pour positionner des alliances et penser, pour reprendre ce terme que Kelly a introduit dès le départ, en termes géopolitiques, mais on ressent bien que c'est une géopolitique pas au sens classique du terme des grandes zones. C'est une géopolitique qui embarque aussi de l'économie, qui embarque aussi de la sociologie, qui embarque aussi de l'histoire, qui embarque de l'économie au sens où elle est pratiquée par les acteurs et où elle est analysée par les spécialistes. Voilà, quelques remarques, et je m'arrête là, sur la richesse de vos interventions. Merci, cher Daniel, pour cette mise en perspective. Merci également pour cette coopération entre la chaire santé et le groupe santé des alumni. Merci également à nos partenaires du Cercle Asie, du Cercle Afrique, à nos intervenants. Un merci tout particulier à Annie
qui a animé cette soirée.